Un homme d'affaires millionnaire rentre chez lui et découvre des signes de négligence chez son propre fils. Le choc s'intensifie lorsqu'il surprend le garçon en train de manger de la nourriture pour animaux, révélant un secret fait de peur et de souffrance. La belle-mère tente de justifier froidement son comportement, mais ce que l'homme découvre est choquant. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. La pluie fine de novembre tombait sur les toits de Paris, tandis que la Bentley électrique de Mathieu Bellecour remontait l'allée privée de son hôtel particulier, dans le 16e arrondissement. Le puissant entrepreneur de 42 ans terminait un appel téléphonique, négociant avec assurance l'acquisition d'une prometteuse start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Nous conclurons demain. J'attends les documents finaux avant midi, déclara-t-il avant de raccrocher, satisfait d'avoir obtenu exactement ce qu'il voulait. Le véhicule silencieux glissa dans le garage souterrain au mur de marbre blanc, un luxe discret qui caractérisait toute la demeure. Mathieu n'avait pas prévu de rentrer si tôt, mais une intuition l'avait poussé à écourter sa journée au bureau. Depuis quelques semaines, une sensation désagréable le poursuivait, un malaise diffus concernant son fils, Lucas. En sortant de sa voiture, il fut frappé par le silence inhabituel qui régnait dans la maison. Normalement, Juliette, la gouvernante, aurait dû l'accueillir, mais il se rappela qu'elle prenait son après-midi. Quant à Élodie, sa femme depuis 2 ans, elle devait être à son cours de yoga ou à quelque vernissage. Le petit Lucas, 7 ans à peine, devait être rentré de l'école internationale depuis 1 heure. « Lucas » appela Mathieu en traversant le hall d'entrée. Seul l'écho de sa voix lui répondit. Il déposa sa mallette en cuir sur la console Louis XV et se dirigea vers la cuisine, plongé dans la pénombre. Un bruit discret attira son attention vers le garde-manger. Il s'approcha silencieusement, et ce qu'il découvrit le figea sur place. Lucas, son fils, était accroupi près de la gamelle de Balzac, leur setteur irlandais. L'enfant, maigre dans son uniforme scolaire trop grand, mangeait les croquettes du chien à pleine main. La scène parut irréelle à Mathieu. Son fils, l'héritier d'une fortune colossale, réduit à manger de la nourriture pour animal. « Lucas !» s'exclama-t-il, plus choqué que fâché. L'enfant sursauta violemment, les yeux écarquillés par la terreur. Il se recroquevilla contre le mur, tremblant comme une feuille. « Je suis désolé, papa. Ne dis rien à tante Élodie, je t'en supplie. » Tante Élodie. C'était ainsi que Lucas appelait sa belle-mère, jamais maman. La panique dans les yeux de son fils déclencha une alarme dans l'esprit de Mathieu. Ce n'était pas la simple crainte d'un enfant pris en faute, mais une peur viscérale. « Lucas, pourquoi manges-tu ça? Tu n'as pas goûté aujourd'hui ?» Le petit garçon baissa les yeux, ses épaules frêles affaissées sous un poids invisible. « Je n'ai pas le droit de manger entre les repas. Tante Élodie dit que c'est de la désobéissance. » Mathieu s'accroupit pour se mettre au niveau de son fils. De près, il remarqua les cernes sous ses yeux, ses joues creuses, qu'il n'avait jamais vraiment observées. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il doucement. Lucas hésita comme s'il cherchait la réponse qui lui attirerait le moins d'ennui. « Hier soir ?»« Un peu. Il y avait des fruits de mer, mais... »« Mais tu es allergique aux fruits de mer » compléta Mathieu, sentant une colère froide monter en lui. Sophie, sa défunte épouse, avait toujours veillé à ce que Lucas évite ces aliments qui provoquaient chez lui des éruptions cutanées douloureuses. Comment Élodie avait-elle pu l'oublier? Ou pire, le savait-elle? « Viens, je vais te préparer quelque chose » dit Mathieu en prenant son fils par la main. Il ouvrit le réfrigérateur et sortit des œufs, du jambon et du fromage. Tandis qu'il préparait une omelette, Lucas restait figé près de la porte, comme s'il craignait qu'on ne lui arrache cette promesse de repas. « Tu peux t'asseoir. »« Lucas, personne ne va te punir pour avoir faim. » L'enfant obéit avec hésitation, montant sur une des hautes chaises du comptoir en marbre. Ses pieds se balançaient dans le vide, n'atteignant pas le repose-pied. Le bruit des talons sur le sol en marbre annonça l'arrivée d'Élodie avant même qu'elle n'apparaisse. Grande, élégante dans son tailleur Chanel crème, elle marqua un temps d'arrêt en découvrant Mathieu dans la cuisine. « Mathieu, quelle surprise! Je ne t'attendais pas avant ce soir, » dit-elle en s'approchant pour l'embrasser, un parfum coûteux flottant autour d'elle. Son regard passa rapidement sur Lucas et l'omelette en préparation. « Qu'est-ce que tu fais ?» Lucas a déjà goûté. Il sait qu'il ne doit pas manger en dehors des heures prévues. C'est pour ça qu'il est si difficile à table. Mathieu déposa l'assiette devant son fils qui n'osait pas y toucher. « Je l'ai trouvé en train de manger des croquettes pour chien, Élodie. »« Des croquettes pour chien ?»
Élodie émit un petit rire cristallin, posant sa main manucurée sur le bras de Mathieu. Oh, ces enfants et leurs jeux absurdes. Lucas a toujours eu une imagination débordante. Il invente constamment des histoires pour attirer l'attention. Lucas baissa la tête, les épaules encore plus voûtées. Mathieu sentit son cœur se serrer en voyant son fils s'y diminuer. Ce n'était pas un jeu, Élodie. Il avait faim. Et apparemment, hier soir, tu lui as servi des fruits de mer. Élodie haussa les épaules avec une moue contrariée. Il doit apprendre à manger de tout. Cette histoire d'allergie est exagérée. Et puis, il n'a presque rien mangé hier soir, comme d'habitude. C'est de la pure rébellion. Mathieu regarda son fils qui fixait l'omelette sans oser y toucher. « Mange, Lucas !» l'encouragea-t-il gentiment. « C'est pour toi. » L'enfant jeta un regard inquiet vers sa belle-mère, avant de prendre sa fourchette. Il commença à manger avec une retenue forcée, mais la faim l'emporta vite et il dévora l'omelette avec une avidité qui brisa le cœur de Mathieu. Élodie observait la scène avec un sourire pincé. « Tu le gâtes trop, Mathieu. C'est pour ça qu'il est si difficile. Tu comprends? J'essaye simplement d'instaurer un peu de discipline. » Sophie était beaucoup trop permissive avec lui. À la mention de Sophie, Mathieu sentit une vague de culpabilité l'envahir. Depuis la disparition de son épouse, dans un accident d'avion 2 ans plus tôt, il s'était jeté à corps perdu dans le travail, laissant à Élodie, rencontrée peu après, le soin de s'occuper de Lucas. Avait-il négligé les signes? Avait-il été aveugle à ce point? Lucas, va dans ta chambre un moment. Je dois parler avec tante Élodie, dit-il calmement. Lucas obéit immédiatement, comme conditionné à suivre les ordres sans discuter. Mathieu remarqua alors que son fils boitait légèrement. Qu'est-il arrivé à sa jambe? Élodie agita la main avec désinvolture. Il est tombé dans l'escalier hier. Cet enfant est d'une maladresse. Toujours à courir partout malgré mes recommandations. Mathieu n'était plus certain de reconnaître la femme qu'il avait épousée. Cette élégante Parisienne qui l'avait séduit par son intelligence et son apparente douceur lui semblait soudain étrangère. « Élodie, je veux que tu sois honnête avec moi. Comment traites-tu Lucas quand je ne suis pas là ?» Le visage d'Élodie se transforma, son sourire se figea, puis se fit plus calculateur. « Je le traite comme mon propre fils, Mathieu. Tu sais à quel point j'aime cet enfant. Si je suis strict parfois, c'est uniquement pour son bien. Il a besoin de cadre, de structure. » Quelque chose dans son ton sonnait faux, comme une réplique trop bien préparée. Mathieu réalisa qu'il devait voir par lui-même. Il monta à l'étage et se dirigea vers la chambre de Lucas, déterminé à découvrir la vérité que son instinct lui hurlait depuis des semaines. Dans le couloir tapissé de soie, il marqua un arrêt devant le portrait de Sophie. Ses yeux doux semblaient lui reprocher son absence, sa négligence. « Ah, pardonne-moi » murmura-t-il avant de frapper doucement à la porte de son fils. Il était temps de comprendre ce qui se passait réellement dans cette maison luxueuse où l'argent coulait à flot, mais où un enfant en était réduit à manger des croquettes pour chien. Mathieu frappa doucement à la porte de la chambre de Lucas. Aucune réponse ne vint. Il frappa à nouveau avant d'entrer, découvrant une pièce qui le laissa perplexe. La chambre était impeccable, trop impeccable pour celle d'un enfant de 7 ans. Chaque jouet semblait rangé avec une précision militaire, le lit fait au carré. Les livres parfaitement alignés sur l'étagère. Rien ne traînait. Aucun dessin n'ornait les murs. Aucun vêtement n'était jeté négligemment sur une chaise. C'était une chambre d'enfant sans âme d'enfant. Lucas était assis au bord de son lit, les mains sagement posées sur les genoux. En voyant entrer son père, il se redressa légèrement, comme s'il s'attendait à recevoir une réprimande. « Ta chambre est très rangée », remarqua Mathieu, cherchant ses mots. Lucas hocha la tête. Tante Élodie dit qu'un environnement ordonné forge un esprit discipliné. Ces mots n'appartenaient pas à un enfant de 7 ans. Mathieu s'approcha et s'assit près de son fils, observant plus attentivement la pièce. Les jouets coûteux qu'il avait offerts à Lucas, robots, consoles de jeu, maquettes, semblaient intacts, comme des objets de décoration plutôt que des compagnons de jeu. « Tu ne joues pas avec tes jouets ?» demanda Mathieu, intrigué. Lucas jeta un regard nerveux vers la porte. Tante Élodie dit que je pourrais les abîmer. Je peux les regarder, mais pas les toucher tous les jours. Seulement quand j'ai été très sage. Mathieu sentit son cœur se serrer davantage. Il se leva et s'approcha de l'étagère où des livres pour enfants côtoyaient des manuels scolaires bien trop avancés pour l'âge de Lucas et tes dessins. Tu adorais dessiner avant. Lucas hésita, puis glissa de son lit pour s'approcher de la bibliothèque. Avec des gestes précautionneux, il retira quelques livres
et sortit des feuilles de papier pliées et froissées de derrière la rangée. Il les tendit à son père, les mains légèrement tremblantes. Il faut les cacher. Tante Élodie dit que c'est du gaspillage de papier. Mathieu déplia les dessins et sentit sa gorge se nouer. Les couleurs sombres dominaient, noir, brun, bleu nuit. Un dessin montrait une petite silhouette recroquevillée dans ce qui semblait être un placard ou une petite pièce. Un autre représentait une table avec une assiette vide. Sur un troisième, une grande silhouette menaçante se tenait au-dessus d'un petit personnage aux larmes bleues. « Lucas, est-ce que tante Élodie te fait du mal ?» demanda Mathieu, choisissant ses mots avec soin. L'enfant se raidit visiblement, ses yeux s'agrandissant sous l'effet de la peur. « Non, non, elle m'apprend juste à être sage. » Mathieu posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Tu peux me dire la vérité, Lucas. Je ne me fâcherai pas contre toi. »« Je veux t'aider. » Lucas sembla lutter intérieurement, tiraillé entre la peur et l'envie de se confier. Finalement, les mots sortirent dans un murmure à peine audible. « Parfois, quand je ne suis pas assez sage, je n'ai pas le droit de dîner et je dois rester dans ma chambre, avec la clé à l'extérieur. » Mathieu dut faire appel à tout son contrôle pour ne pas laisser éclater sa colère. Une colère dirigée non pas contre son fils, mais contre Élodie et contre lui-même pour avoir été si aveugle. « Et ta jambe, comment t'es-tu fait mal ?» Lucas baissa les yeux, jouant nerveusement avec le bord de sa chemise d'uniforme. « J'ai vraiment glissé dans l'escalier. Mais c'était parce que tante Élodie m'a poussé un peu. Pas fort, juste un petit peu. Elle a dit que c'était ma faute parce que je marchais trop lentement. » Mathieu se leva, submergé par une vague d'émotions contradictoires. Il voulait confronter Élodie immédiatement, lui demander des comptes pour chaque bleu, chaque repas manqué, chaque larme versée. Mais il savait qu'il devait d'abord protéger Lucas. Il parcourut la chambre du regard et remarqua un détail qui l'avait échappé. Sous le lit, dépassait une petite boîte à chaussures. Il s'accroupit et la tira doucement. « Qu'est-ce que c'est, Lucas ?» L'enfant eut un mouvement de recul. « Ce sont des souvenirs de maman. Tante Élodie voulait les jeter, mais je les ai cachés. » Mathieu ouvrit la boîte et découvrit des photos de Sophie. Quelques bijoux sans grande valeur qu'elle portait souvent, un foulard qui conservait encore un vague parfum de son eau de toilette. Et tout au fond, une petite voiture miniature, le premier cadeau que Mathieu avait offert à Lucas. La vue de ces objets, ces vestiges d'une vie heureuse d'avant, libéra quelque chose en Mathieu. Il se tourna vers son fils et lui sourit avec toute la tendresse dont il était capable. « Lucas, je te fais une promesse aujourd'hui. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Jamais. » Il se dirigea vers le mur vide et, sortant du scotch de sa poche, commença à y accrocher les dessins de son fils. « Ta chambre a besoin de couleurs. Tes dessins sont magnifiques et méritent d'être vus. » Pour la première fois, un sourire timide illumina le visage de Lucas. Mathieu continua, accrochant chaque dessin avec soin, même les plus sombres, les plus tristes. Il faisait partie de l'histoire de son fils, une histoire qu'il n'avait pas su lire jusqu'ici. « Ce soir, nous dînerons ensemble et tu me raconteras tout ce que tu voudras. D'accord ?» Lucas acquiesça, une lueur d'espoir traversant son regard. Lorsqu'ils descendirent pour le dîner, Élodie les attendait dans la salle à manger, vêtue d'une élégante robe de soirée noire. La table était dressée avec la vaisselle de porcelaine fine et les couverts en argent, comme pour un dîner mondain plutôt qu'un repas familial. « J'ai demandé à Marie de préparer le dîner, » lui annonça-t-elle avec un sourire calculé. « J'ai pensé que nous pourrions célébrer ton retour anticipé. » Mathieu observa les 3 couverts. Devant Lucas se trouvait une simple assiette contenant un sandwich au pain complet qui semblait avoir été préparé à la hâte. Devant les 2 adultes, en revanche, des entrées sophistiquées attendaient d'être dégustées. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mathieu en désignant l'assiette de son fils. Élodie agita la main avec désinvolture. « Oh, Lucas préfère les repas simples, tu sais. Il a tant de difficultés avec la nourriture. » Mais Lucas garda les yeux baissés, n'osant pas contredire sa belle-mère. Mathieu se leva et se dirigea vers la cuisine, revenant quelques instants plus tard avec une portion du plat principal, un délicieux gratin dauphinois accompagné de viande qu'il déposa devant son fils. « Lucas mangera la même chose que nous, » déclara-t-il d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Élodie pinça les lèvres, mais ne protesta pas. Durant le repas, elle monopolisa la conversation, parlant de ses activités de la journée, une exposition de peinture, un déjeuner avec des amis de la haute société parisienne, des projets de rénovation pour l'aile et de la maison.
J'ai pensé que nous pourrions transformer la petite bibliothèque en salle de méditation. On pourrait engager cet architecte d'intérieur dont tout le monde parle, celui qui a refait l'appartement des Rochambeau sur l'avenue Foch. Mathieu l'écoutait d'une oreille distraite, observant plutôt son fils qui mangeait avec appétit, bien que lentement, comme s'il craignait qu'on ne lui retire son assiette à tout moment. « Lucas, comment s'est passée ta journée à l'école ?» demanda-t-il, coupant Élodie en plein exposé sur les bienfaits du feng shui. L'enfant leva les yeux, surpris qu'on s'adresse directement à lui pendant le repas. « Bien, papa. Nous avons fait des expériences en sciences, avec des aimants. »« Vraiment? Et qu'as-tu appris ?» Tandis que Lucas commençait à expliquer timidement son expérience, Élodie tapota impatiemment la table du bout des ongles. « Mathieu, je te parlais de quelque chose d'important. Lucas peut nous raconter ses petites histoires d'école plus tard. »« Non, Élodie. Lucas peut parler pendant le dîner. En fait, j'aimerais l'entendre davantage. » Mathieu encouragea son fils à continuer, et peu à peu Lucas s'anima, décrivant avec une précision étonnante pour son âge les propriétés magnétiques qu'il avait découvertes. Son intelligence brillait à travers ses explications, rappelant à Mathieu combien Sophie avait toujours été fière de la vivacité d'esprit de leur enfant. Élodie, visiblement contrariée d'être ainsi reléguée au second plan, interrompit de nouveau. « En parlant d'école, j'ai reçu un appel de Madame Laurent aujourd'hui. Apparemment, Lucas a été pris en train de voler de la nourriture à la cantine. » Lucas se figea, sa fourchette à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. « Je n'ai pas volé, » murmura-t-il. « J'ai juste gardé mon pain pour plus tard. »« Tu vois ?» soupira Élodie en s'adressant à Mathieu. « C'est ce genre de comportement que j'essaie de corriger. Il accumule de la nourriture comme un petit animal. C'est vraiment préoccupant. » Mathieu regarda son fils puis Élodie, comprenant soudain la mécanique perverse qui s'était instaurée. Un enfant affamé qui tentait de survivre et une adulte qui transformait cette survie en faute. « Lucas, tu n'as rien fait de mal, » affirma Mathieu avec douceur. « Si tu as faim, tu peux manger. N'importe quand. C'est normal d'avoir faim. » Élodie laissa échapper un rire aigu. « Vraiment, Mathieu, tu vas ruiner tous mes efforts pour lui inculquer la discipline. Pas étonnant qu'il soit si difficile quand tu es là. » Le repas se termina dans une tension palpable. Après avoir accompagné Lucas dans sa chambre et lui avoir lu une histoire, une habitude oubliée depuis trop longtemps, Mathieu redescendit, déterminé à avoir une conversation franche avec Élodie. Il la trouva dans le salon, un verre de vin à la main, feuilletant nonchalamment un magazine de décoration. « Il faut qu'on parle, Élodie », annonça-t-il, refermant la porte derrière lui. La confrontation qu'il redoutait ne pouvait plus être reportée. Ce soir, il devait choisir entre sa femme et son fils, et au fond de lui, il savait déjà que ce choix était fait depuis l'instant où il avait découvert Lucas, accroupi près de la gamelle du chien, affamé et terrifié dans sa propre maison. Élodie posa son verre de vin sur la table basse en marbre italien et leva les yeux vers Mathieu, un sourire calculé sur ses lèvres parfaitement maquillées. « À propos de quoi, mon chéri? De la transformation de la bibliothèque? Je pensais aussi que nous pourrions refaire la chambre de Lucas. Elle est tellement démodée. »« Non, Élodie. Nous devons parler de la façon dont tu traites mon fils. » Le sourire d'Élodie vacilla légèrement, mais elle se reprit rapidement, ajustant un bracelet à son poignet d'un geste étudié. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Je traite Lucas comme s'il était mon propre enfant. C'est justement ça, le problème. » Que répondit Mathieu en s'asseyant face à elle. « Je l'ai trouvé en train de manger des croquettes pour chien, Élodie. »« Des croquettes pour chien. Et il m'a dit que tu le privais régulièrement de repas. » Car Élodie laissa échapper un rire cristallin, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. « Tu ne vas quand même pas croire les histoires d'un enfant de 7 ans. Lucas a toujours eu une imagination débordante, tu le sais bien. Et il cherche constamment à attirer l'attention, surtout la tienne, puisque tu es si souvent absent. » Mathieu sentit la culpabilité, l'envahir, mais il la repoussa. Ce n'était pas le moment de se laisser manipuler. « J'ai vu les marques sur sa jambe, Élodie. J'ai vu ses dessins cachés derrière les livres. Et j'ai vu la terreur dans ses yeux quand il parle de toi. » Le masque d'Élodie commença à se fissurer. Elle se leva brusquement, faisant quelques pas dans le salon comme pour se recomposer. « Tu ne comprends pas, Mathieu. Lucas n'est pas un enfant facile. Il a besoin de structure, de discipline. Quand Sophie était vivante, elle l'a tellement gâté qu'il est devenu impossible à gérer. Je ne fais que corriger ses erreurs d'éducation. D'apiso. » La mention de Sophie fit monter une vague de colère en Mathieu.
Comment osait-elle critiquer la mère de Lucas, cette femme aimante qui avait donné toute sa tendresse à leur fils? Sophie était une mère parfaite. Et Lucas est un enfant intelligent, sensible et obéissant. Trop obéissant même, comme s'il vivait dans la terreur permanente. Élodie se retourna vivement, abandonnant soudain son rôle de femme du monde épanoui pour révéler un visage plus dur, plus calculateur. « Tu es aveugle, Mathieu. Tu idéalises cette femme et cet enfant. Sophie n'était pas cette sainte que tu imagines, et Lucas n'est pas cet ange innocent. Tu ne vois que ce que tu veux voir. » Elle se rapprocha de lui, changeant brusquement de tactique. Ses traits se radoucirent, sa voix devint plus douce, presque suppliante. « Je sais que j'ai parfois été trop stricte, mais comprends-moi, ce n'est pas facile de remplacer une mère. J'essaie juste de faire de mon mieux. » Des larmes apparurent dans ses yeux, des larmes qui ne les atteignaient pas vraiment, comme plaquées sur un visage de porcelaine. « Je t'aime, Mathieu. J'aime la vie que nous avons construite ensemble. Je ferai mieux avec Lucas, je te le promets. » Elle s'approcha encore, posant une main sur son bras, le regard implorant. Mathieu se souvint de la première fois qu'il l'avait rencontrée, peu après la tragédie qui avait emporté Sophie. Élodie avait semblé si compatissante, si compréhensive, offrant la stabilité dont il avait désespérément besoin pour lui et son fils. Mais aujourd'hui, il voyait au-delà de la façade. Les larmes d'Élodie n'étaient qu'une arme de plus dans son arsenal, un outil de manipulation. « Je veux que tu quittes la chambre principale, Élodie. Tu dormiras dans la chambre d'amis ce soir. » Le visage d'Élodie se transforma instantanément, les larmes s'évaporant comme par magie, remplacées par une expression de froide fureur. « Tu ne peux pas être sérieux. Tu me chasses de notre chambre pour les mensonges d'un enfant? Ce ne sont pas des mensonges, Élodie. Et ce n'est pas négociable. » Elle le fixa longuement, puis un sourire calculateur étira ses lèvres. « Très bien. Si c'est ce que tu veux. Mais réfléchis bien, Mathieu. Tu as beaucoup plus à perdre dans cette histoire que moi. » Sur ces paroles énigmatiques, elle quitta le salon, la tête haute, ses talons claquant sur le marbre. Mathieu resta immobile un long moment, essayant de comprendre comment il avait pu être aussi aveugle. Comment avait-il pu laisser cette femme prendre tant de pouvoir sur leur vie, sur son fils? Il monta vérifier que Lucas dormait paisiblement. L'enfant était recroquevillé sous ses couvertures, serrant contre lui un vieux lapin en peluche que Sophie lui avait offert pour ses 3 ans. Mathieu resta dans l'encadrement de la porte, observant son fils endormi, se jurant que plus jamais il ne le laisserait souffrir ainsi. De retour dans son bureau, Mathieu s'installa devant son ordinateur et composa le numéro de François Mercier, son avocat de confiance depuis plus de 15 ans. « François, c'est Mathieu. Désolé de t'appeler si tard, mais c'est urgent. » En quelques minutes, Mathieu expliqua la situation, détaillant ses découvertes du jour et ses craintes pour la sécurité de son fils. « Je veux des mesures de protection immédiates pour Lucas, et je veux entamer une procédure de divorce dès que possible. »« Tu es certain, Mathieu ?» demanda François, prudent comme toujours. « Une procédure de divorce peut être longue et douloureuse, surtout avec quelqu'un comme Élodie. D'après ce que tu me dis, elle n'hésitera pas à se battre. » Écoute, je n'ai pas le choix, François. Il s'agit de la sécurité de mon fils. Dans ce cas, voici ce que nous allons faire, expliqua l'avocat. Demain matin, je déposerai une demande d'ordonnance de protection pour Lucas. Nous aurons besoin de preuves. Photos des blessures, témoignages, constat médical. Il faudra emmener Lucas chez un pédiatre pour documenter son état. Mathieu prenait des notes frénétiquement, déterminé à ne rien laisser au hasard. Ensuite, nous contacterons les services de protection de l'enfance. Ne t'inquiète pas, ajouta François en sentant la tension de son client. L'objectif n'est pas de te retirer la garde, mais d'avoir un rapport officiel sur la situation. Ce sera crucial pour la suite. Et pour Élodie, pour l'instant, le mieux est d'éviter toute confrontation directe. Garde une distance physique et émotionnelle. Documente tout, ses paroles, ses actions. Si elle menace ou maltraite Lucas en ta présence, enregistre si possible. La France est stricte sur le droit à l'image et les enregistrements, mais dans un cas de maltraitance d'enfants, les tribunaux peuvent faire preuve de flexibilité. Après avoir raccroché, Mathieu resta longuement immobile, fixant la photo de Lucas et Sophie posée sur son bureau. Elle avait été prise lors de leurs dernières vacances ensemble, sur la plage de Biarritz. Sophie rayonnait, ses cheveux blonds soulevés par la brise marine, tandis que Lucas, 5 ans à l'époque, riait aux éclats dans ses bras. « Je vais réparer tout ça, Sophie, » murmura-t-il. « Je te le promets. »
Il ouvrit ensuite son coffre-fort personnel et en sortit un dossier. Il contenait le contrat de mariage qu'il avait signé avec Élodie 2 ans plus tôt. François l'avait rédigé avec soin, protégeant les intérêts de Mathieu et surtout ceux de Lucas. En cas de divorce, Élodie ne pourrait prétendre qu'à une somme forfaitaire, sans aucun droit sur l'entreprise de Mathieu, ni sur la fortune familiale destinée à Lucas. Mais Mathieu savait qu'Élodie ne se laisserait pas écarter sans combattre. Elle s'était habituée au luxe, au statut social que lui conférait son mariage avec l'un des entrepreneurs les plus en vue de Paris. Elle n'abandonnerait pas facilement. Le lendemain serait décisif. Il devrait agir vite, avec précision, sans laisser à Élodie le temps de contre-attaquer. L'enjeu était trop important, la sécurité et le bonheur de son fils. Mathieu passa une partie de la nuit à rassembler des preuves, photographiant les dessins de Lucas, notant tout ce que son fils lui avait confié. Il chercha également dans les dossiers d'Élodie, découvrant des factures de restaurants et de boutiques de luxe, datant de jours où elle prétendait s'occuper de Lucas, prouvant ses absences régulières. À l'aube, épuisé mais déterminé, il s'allongea quelques heures, se préparant mentalement pour la bataille qui l'attendait. Il savait que ce ne serait pas facile. Élodie avait soigneusement cultivé une image parfaite dans leur cercle social, celle de la jeune épouse dévouée, de la belle-mère attentionnée, qui avait courageusement pris en charge un enfant qui n'était pas le sien. Démonter cette façade serait difficile, mais pas impossible. Pour Lucas, il était prêt à tout risquer. Sa réputation, sa tranquillité, même une partie de sa fortune si nécessaire. Aux premières lueurs du jour, il fut réveillé par un bruit léger. Lucas se tenait dans l'encadrement de la porte, hésitant, serrant toujours son lapin en peluche. « Papa » murmura-t-il. « Est-ce que je peux venir avec toi ?» Mathieu ouvrit les bras, et son fils s'y précipita, se blottissant contre lui comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. « J'ai fait un cauchemar », confia Lucas, la voix tremblante. « Tante Élodie était fâchée et disait que tu allais partir loin. » Mathieu serra son fils contre lui, caressant ses cheveux avec tendresse. « Je ne partirai jamais, Lucas, c'est promis. À partir de maintenant, nous resterons ensemble et personne ne pourra nous séparer. » Il sentit l'enfant se détendre progressivement dans ses bras, la confiance revenant peu à peu. C'était le premier pas vers la guérison, vers la reconstruction de ce lien père-fils qu'Élodie avait tenté de détruire. Dans quelques heures, François arriverait avec les documents nécessaires, et ils commenceraient à reprendre le contrôle de leur vie. Mathieu savait que ce ne serait pas un chemin facile, mais pour la première fois depuis longtemps, il voyait une lueur d'espoir, une chance de tenir la promesse qu'il venait de faire à son fils. Une chance de tenir la promesse silencieuse faite à Sophie. Le soleil parisien filtrait à travers les rideaux lorsque Mathieu se réveilla, Lucas toujours blotti contre lui. Pour la première fois depuis des mois, l'enfant semblait dormir paisiblement, son visage détendu, sa respiration régulière. Mathieu l'observa un moment, notant à quel point il avait grandi, à quel point il ressemblait à Sophie. Les mêmes traits fins, les mêmes boucles blondes, le même petit creux au menton. Avec une infinie précaution pour ne pas réveiller son fils, Mathieu se dégagea et se leva. Il était à peine 6 heures, mais il savait qu'il ne se rendormirait pas. Trop de choses à planifier, trop de batailles à préparer. Dans la cuisine silencieuse, il prépara du café et commença à sortir les ingrédients pour des pancakes, le petit déjeuner préféré de Lucas, celui que Sophie lui préparait chaque dimanche. Il n'avait plus cuisiné depuis la disparition de sa femme, laissant cette tâche au personnel de maison, ou plus récemment à Élodie, qui préparait des petits déjeuners sains et sans joie. Tandis qu'il mélangeait la pâte, Mathieu entendit des pas légers dans l'escalier. Lucas apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés, serrant toujours son lapin en peluche. « Tu es là », dit-il simplement, une note de surprise dans la voix. Mathieu comprit alors que son fils s'était habitué à se réveiller dans une maison vide de présence paternelle, même les jours où il ne travaillait pas. « Bien sûr que je suis là. »« Lucas, et je vais rester là, tu veux m'aider à faire des pancakes ?» Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. « Des pancakes, comme ceux de maman. » Exactement comme ceux de maman. J'ai même retrouvé sa recette. Lucas s'approcha avec précaution, comme s'il craignait que cette offre ne soit retirée d'un instant à l'autre. Mathieu lui tendit un tablier enfant, celui que Sophie avait acheté des années auparavant, orné de petites fusées spatiales. « Il te va encore », remarqua Mathieu avec un sourire. «
Tante Élodie l'avait rangé dans le placard du haut. Elle disait que c'était trop bébé. Une nouvelle preuve de la façon dont Élodie avait méthodiquement tenté d'effacer toute trace de Sophie dans leur vie. Mathieu inspira profondément, repoussant sa colère pour se concentrer sur ce moment précieux avec son fils. Ils cuisinèrent ensemble. Lucas retrouvant peu à peu sa spontanéité d'enfant, posant des questions, riant lorsque Mathieu fit sauter un pancake trop haut et qu'il atterrit de travers dans la poêle. Ce son, le rire clair et innocent de son fils, était comme une musique que Mathieu n'avait pas entendue depuis trop longtemps. Ils déjeunèrent dans la cuisine ensoleillée, ignorant la salle à manger formelle qu'Élodie imposait pour tous les repas. Lucas dévora ses pancakes au sirop d'érable, ses joues se colorant légèrement. Première touche de vitalité sur ce visage trop pâle. « Où est tante Élodie ?» demanda-t-il finalement, la voix basse, comme s'il craignait que le simple fait de prononcer son nom ne la fasse apparaître. « Elle dort encore dans la chambre d'amis, » répondit Mathieu. « Lucas, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » L'enfant reposa sa fourchette, son corps se tendant instantanément. « Tu n'as rien fait de mal, » le rassura immédiatement Mathieu. « C'est à propos de tante Élodie et moi. Les choses vont changer dans la maison. »« Mossou, elle va partir ?» demanda Lucas, une lueur d'espoir dans les yeux qu'il tenta immédiatement de dissimuler. « C'est possible, oui, mais avant cela, j'ai besoin que tu me dises tout ce qui s'est passé quand je n'étais pas là. Je sais que c'est difficile, mais c'est très important. » Lucas baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa serviette. « Je ne veux pas qu'elle soit fâchée contre moi. Elle ne pourra plus te faire de mal, Lucas. Je te le promets. » L'enfant hésita encore, puis commença à parler, d'abord par bribes, puis de façon plus fluide, comme si un barrage cédait. Il raconta les repas sautés, les heures passées enfermé dans sa chambre quand il avait mal agi, ce qui pouvait signifier avoir renversé un verre, avoir parlé trop fort, ou simplement avoir demandé quand son père rentrerait. Il raconta comment Élodie avait jeté plusieurs de ses dessins, ceux où il avait représenté sa mère, ou des souvenirs heureux d'avant. Comment elle l'avait forcé à rester debout dans un coin pendant des heures quand il avait refusé de l'appeler maman. Comment elle avait donné à une œuvre caritative ses jouets préférés, ceux offerts par Sophie, prétendant qu'il était trop grand pour eux. Mathieu écoutait, le cœur serré, documentant mentalement chaque incident, chaque abus. Il comprenait maintenant pourquoi Lucas était devenu si silencieux, si effacé. Ce n'était pas simplement le chagrin d'avoir perdu sa mère. C'était la terreur quotidienne imposée par celle qui aurait dû le protéger. « Tu as été très courageux de me raconter tout ça, » dit Mathieu quand Lucas eut fini, la voix tremblante. « Tu n'as rien fait de mal, tu comprends. Rien du tout. C'est moi qui n'ai pas été assez présent pour te protéger. » Lucas leva vers lui un regard incertain. « Tu es fâché contre moi ?»« Je sais jamais, » affirma Mathieu avec force. « Je suis fâché contre moi-même de ne pas avoir vu ce qui se passait. Et je suis fâché contre tante Élodie pour t'avoir traité ainsi. Mais jamais, jamais contre toi. » Il attira son fils dans une étreinte, sentant les petites épaules trembler contre lui. Lucas pleura doucement. Non pas des larmes de détresse cette fois, mais des larmes de soulagement. Des larmes qu'il avait des mois de peur silencieuse. Après ce moment d'émotion, Mathieu décida qu'il était temps d'explorer plus en profondeur. Lucas lui avait parlé de sa chambre, de punitions, de jouets confisqués. Mais Mathieu sentait qu'il y avait davantage, des preuves qu'il devait trouver avant l'arrivée de François. « Lucas, peux-tu me montrer où tante Élodie rangeait les choses qu'elle te prenait ?» L'enfant hocha la tête et le guida à travers la maison, jusqu'à un débarras situé dans l'aile rarement utilisée du manoir. La pièce contenait principalement des cartons et des objets divers, mais Lucas se dirigea sans hésiter vers un grand coffre en bois caché derrière des valises. « C'est là, » murmura-t-il. Elle disait que c'était la boîte des objets qui font de mauvais souvenirs. Mathieu ouvrit le coffre et sentit sa gorge se serrer. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de souvenirs de Sophie, des photos de famille, un album que Sophie avait confectionné pour les 5 ans de Lucas, des dessins d'enfants les représentant tous les trois, des petits objets sans valeur mais chargés de mémoire, le coquillage ramassé lors de leurs dernières vacances, le porte-clés offert par Lucas à sa mère pour la fête des mères, le foulard préféré de Sophie. Elle disait que ces choses te rendaient triste, expliqua Lucas à la voix basse, qu'il fallait les cacher pour que tu puisses oublier et être heureux avec elle. Mathieu passa un bras autour des épaules de son fils, incapable de parler tant l'émotion l'étreignait.
Élodie n'avait pas simplement maltraité Lucas. Elle avait méthodiquement tenté d'effacer Sophie de leur vie, de couper ce lien précieux entre un enfant et le souvenir de sa mère. Au fond du coffre, Mathieu aperçut un objet qui attira son attention. Une tablette ancienne, celle que Sophie utilisait pour son travail, et sur laquelle elle stockait souvent des photos et des vidéos familiales. Il la croyait perdue depuis longtemps. « D'où vient cette tablette ?»« C'était ta maman ?» répondit Lucas. « Je l'ai trouvée dans ses affaires, et je l'ai gardée cachée sous mon lit. Tante Élodie l'a découverte un jour et l'a mise ici. Elle a dit que c'était un vol et que j'étais puni. » Mathieu prit la tablette et tenta de l'allumer. Étonnamment, elle avait encore de la batterie. Lucas avait dû la charger en secret avant qu'Élodie ne la confisque. L'écran s'illumina, révélant le fond d'écran que Sophie avait choisi. Une photo d'elle tenant Lucas bébé dans ses bras, avec Mathieu à leur côté. « Je regardais les photos de maman dessus, » confia Lucas, et parfois, je lui parlais. J'enregistrais des messages pour elle. Mathieu parcourut les fichiers, trouvant d'abord des photos et des vidéos prises par Sophie. Lucas apprenant à marcher, son premier jour d'école, des moments du quotidien emplis de joie et d'amour. Puis il découvrit un dossier nommé simplement « Messages ». Il ouvrit le premier fichier audio et la voix de Lucas, plus jeune, emplit l'espace. « Bonjour maman, tu me manques aujourd'hui. Papa travaille beaucoup et la nouvelle dame n'est pas gentille comme toi. » Message après message, Lucas avait documenté sa vie sans le savoir. Petites confessions chuchotées, moments de solitude et progressivement des récits de plus en plus troublants. Dans les enregistrements les plus récents, la voix de Lucas était basse, craintive, souvent entrecoupée de sanglots étouffés. « J'ai très faim, maman. Tante Élodie a dit que je ne méritais pas de dîner parce que j'ai parlé de toi à l'école. Je suis enfermé dans ma chambre. J'espère que papa va rentrer bientôt. » Mathieu écoutait, figé par l'horreur et la culpabilité, les larmes coulant librement sur son visage. Ces enregistrements datèrent de plusieurs semaines. Pendant qu'il négociait des contrats à l'étranger, son fils souffrait, seul et sans défense. Un enregistrement en particulier lui brisa le cœur. La voix de Lucas, faible et résignée. « Maman, est-ce que tu peux venir me chercher? Je crois que papa ne m'aime plus. Il préfère être avec tante Élodie. J'essaye d'être sage, mais c'est difficile. J'ai tellement faim. » Mathieu éteignit la tablette, incapable d'en entendre davantage. Il attira Lucas contre lui, le serrant comme s'il pouvait, par cette étreinte, effacer tous les moments de solitude et de désespoir. « Je suis là maintenant, » murmura-t-il. « Je ne partirai plus, jamais. » Lucas se blottit contre lui, silencieux mais confiant, comme s'il acceptait enfin cette promesse après tant de promesses brisées. Ils remontèrent à l'étage, emportant le coffre et son contenu précieux. Mathieu savait que ces objets, les photos, les dessins, les enregistrements, seraient des preuves cruciales pour François. Mais au-delà de leur valeur juridique, ils représentèrent quelque chose de bien plus important. L'héritage de Sophie, la mémoire d'une mère aimante que Lucas avait presque été forcé d'oublier. Dans la chambre de l'enfant, Mathieu commença à replacer les photos sur les murs, à ressortir les jouets aimés, à redonner vie à cet espace aseptisé. Lucas l'aidait avec un enthousiasme croissant, ses mouvements devenant plus assurés, plus libres. Mathieu savait que la bataille ne faisait que commencer. Élodie ne tarderait pas à se réveiller et à découvrir leurs actions. François arriverait bientôt avec les documents nécessaires. Il faudrait affronter des examens médicaux, des témoignages, peut-être même une enquête des services sociaux. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à combattre. Plus jamais, il ne laisserait quiconque faire du mal à son fils. Plus jamais il ne placerait sa carrière ou son confort personnel avant les besoins de Lucas. La sonnerie de l'entrée retentit. François venait d'arriver, et avec lui le début d'une nouvelle phase dans leur vie. Une phase de guérison, d'espoir et peut-être un jour de bonheur retrouvé. François Mercier, avec sa stature imposante et son costume impeccable, semblait occuper tout l'espace du hall d'entrée. Son visage habituellement impassible trahissait une inquiétude sincère lorsqu'il serra la main de Mathieu. « Comment va-t-il » demanda-t-il immédiatement sans préambule. « Il est plus calme ce matin. Nous avons parlé. Et j'ai trouvé des preuves, François. Des preuves irréfutables. » L'avocat hocha la tête, ses yeux gris analysant déjà la situation avec le professionnalisme qui le caractérisait. « Montrez-moi tout. Et l'enfant doit voir un médecin aujourd'hui, de préférence un pédiatre spécialisé dans les cas de maltraitance. »
J'ai pris la liberté de contacter le docteur Marion Pelletier. Elle nous attend à 11 heures. François avait toujours été ainsi, efficace, prévoyant, un pas d'avance sur les événements. C'était ce qui faisait de lui l'un des avocats les plus recherchés de Paris, particulièrement pour les affaires familiales délicates. « Élodie » demanda-t-il ensuite, baissant instinctivement la voix. « Toujours dans la chambre d'amis. Elle n'est pas sortie. » « Bien. Plus nous pouvons agir avant qu'elle ne comprenne l'ampleur de la situation, mieux ce sera. » Ils montèrent à l'étage, où Lucas attendait dans sa chambre, feuilletant un vieil album photo que Mathieu avait retrouvé dans le coffre. L'enfant leva les yeux à leur entrée, son regard s'attardant avec méfiance sur François. « Lucas, voici Maître Mercier. C'est un ami, et il est là pour nous aider. » François s'accroupit pour se mettre au niveau de l'enfant, sans tenter de s'approcher davantage, respectant son espace. « Bonjour Lucas. Tu peux m'appeler François. Ton papa m'a dit que tu avais été très courageux. » Lucas hocha timidement la tête, serrant l'album contre sa poitrine comme un bouclier. « Je sais que c'est difficile de parler à des inconnus. » Continua François d'une voix douce, « mais tout ce que tu me diras restera entre nous. Je suis là pour m'assurer que personne ne te fasse plus de mal. » Pendant que François établissait un lien de confiance avec Lucas, Mathieu sortit la tablette et les dessins qu'il avait rassemblés. Il montra également à l'avocat les photos qu'il avait prises du corps de Lucas. Les bleus sur ses jambes, sa maigreur évidente, les traces sur ses poignets laissées par des liens trop serrés. François examina chaque élément avec attention, prenant des notes dans un carnet en cuir. « Ces enregistrements audio sont particulièrement importants, » dit-il en écoutant quelques extraits. « La voix d'un enfant, ses mots exacts, ça touche les juges bien plus que des rapports écrits. » Mathieu acquiesça, sentant un poids se soulever légèrement de ses épaules. Ils avaient des preuves. « Il pourrait protéger Lucas. Nous devons y aller, » annonça François en consultant sa montre. « Ça va tout, mais on dit que c'était. Le docteur Pelletier n'attendra pas. » Mathieu se tourna vers Lucas, qui les observait avec une expression mêlant curiosité et appréhension. « Lucas, nous allons voir un médecin. Elle veut juste s'assurer que tu vas bien. Il n'y aura pas de piqûre. Promis. » L'enfant sembla soulagé par cette précision. Il suivit son père dans le couloir, mais s'arrêta brusquement devant la porte de la chambre d'amis. « Et tante Élodie » murmura-t-il. Comme en réponse à sa question, la porte s'ouvrit, révélant Élodie. Malgré l'heure matinale, elle était parfaitement coiffée et maquillée, vêtue d'une robe bleu pâle qui accentuait son allure fragile. Ses yeux passèrent de Mathieu à François, puis à Lucas, qui s'était instinctivement rapproché de son père. « Mathieu, que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix calibrée pour exprimer une inquiétude mesurée. « Pourquoi n'es-tu pas venu me réveiller ?»« Et qui est ce monsieur ?»« C'est François Mercier, mon avocat, » répondit Mathieu d'un ton neutre. « Nous sortons. » Le visage d'Élodie se figea un instant, puis elle se ressaisit, composant une expression de confusion blessée. « Ton avocat? Je ne comprends pas. Et où emmenez-vous, Lucas ?»« Chez le médecin. » Un éclair de panique traversa le regard d'Élodie. « Pourquoi? Il n'est pas malade. Je veille toujours à sa santé, tu le sais bien. » François intervint avec une politesse froide. « Madame Bellecour, je vous conseille de contacter votre propre avocat. Mon client a entamé une procédure de séparation et de protection pour son fils. » Le masque d'Élodie se fissura complètement. Ses traits se durcirent. Sa voix perdit sa douceur calculée. « C'est ridicule. De la protection? Contre moi? » « Mathieu, tu ne peux pas être sérieux. » Elle fit un pas vers Lucas, qui recula instinctivement. Ce simple mouvement, cette peur évidente d'un enfant face à sa belle-mère, en disait plus que tous les discours. « Nous discuterons à notre retour, Élodie, » déclara Mathieu, plaçant une main protectrice sur l'épaule de son fils. « En attendant, je te conseille de suivre l'avis de Maître Mercier. Cette situation est bien réelle. » Ils descendirent l'escalier, Lucas marchant entre son père et François comme pour se protéger. Dehors, la berline noire de l'avocat les attendait, son chauffeur ouvrant la portière à leur approche. Pendant le trajet vers le cabinet du docteur Pelletier, Lucas resta silencieux, regardant défiler les rues de Paris à travers la vitre teintée. Mathieu respecta ce silence, comprenant que son fils avait besoin d'espace pour assimiler les événements qui se bousculaient. Le cabinet médical se trouvait dans un immeuble haussmannien du 7e arrondissement. Le docteur Marion Pelletier, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, les accueillit personnellement.
« Bonjour, Lucas, dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je suis le docteur Pelletier, mais tu peux m'appeler Marion si tu préfères. » Elle conduisit l'enfant dans une salle d'examen décorée de dessins colorés et de posters représentant des animaux. Mathieu fut autorisé à rester pendant la consultation, tandis que François attendait dans la salle d'attente. L'examen fut méthodique, mais doux. Marion Pelletier prit son temps, expliquant chaque geste à Lucas, lui demandant la permission avant de toucher une zone sensible. Elle documenta les marques sur son corps, prit des photos, nota son poids et sa taille dans un dossier. « Lucas, peux-tu me dire quand tu as mangé pour la dernière fois avant ce matin ?» demanda-t-elle d'un ton conversationnel. « Hier midi à l'école, » répondit Lucas, « mais pas beaucoup. Tante Élodie dit que je dois faire attention à ne pas devenir gros. » Marion jeta un regard significatif à Mathieu par-dessus ses lunettes. « Et avant-hier » Lucas réfléchit. « Juste le petit déjeuner. J'ai été puni parce que j'ai fait tomber un verre d'eau sur la nappe. » Le docteur continua ses questions, douces mais précises, documentant un schéma de privation alimentaire, de punition disproportionnée et de manipulation psychologique. Mathieu écoutait, le cœur serré, découvrant encore de nouveaux aspects de la souffrance de son fils. À la fin de l'examen, Marion Pelletier demanda à parler à Mathieu en privé, laissant Lucas avec une assistante qui lui proposa des crayons et du papier pour dessiner. « Monsieur Bellecourt, votre fils présente tous les signes d'une maltraitance prolongée, » déclara-t-elle sans embâge. « Malnutrition légère mais significative, hématome à différents stades de guérison, stress post-traumatique. » Elle retira ses lunettes, son regard professionnel laissant place à une compassion authentique. Lucas est un petit garçon résilient, mais les dégâts psychologiques pourraient être plus difficiles à guérir que les blessures physiques. Je vais rédiger un rapport détaillé pour votre avocat et contacter moi-même la cellule de protection de l'enfance. Vont-ils? Mathieu hésita, exprimant sa plus grande crainte. Vont-ils essayer de me retirer la garde? Marion secoua la tête. Pas dans ces circonstances. Vous avez pris les mesures appropriées dès que vous avez découvert la situation. Ce qui m'inquiète davantage, c'est le bien-être émotionnel de Lucas à long terme. Je vais vous recommander une excellente psychologue pour enfants, le docteur Claire Rousseau. Lorsqu'ils retrouvèrent François dans la salle d'attente, le visage grave de l'avocat indiquait qu'il avait reçu des nouvelles pendant leur absence. « Élodie a contacté maître Isabelle Durand », annonça-t-il. « C'est une avocate spécialisée dans les divorces à enjeux financiers élevés. Elle est redoutable. Cela change-t-il notre stratégie ?» François secoua la tête. « Non. Nous avons la vérité et les preuves de notre côté. Mais cela confirme ce que nous soupçonnions. Élodie va se battre avec acharnement. » Ils récupérèrent Lucas, qui tenait fièrement un dessin représentant 3 personnages, lui-même. Son père et une femme blonde qui ne pouvait être que Sophie, flottant comme un ange au-dessus d'eux. Sur le chemin du retour, François reçut un appel qui le fit froncer les sourcils. « Maître Durand et sa cliente nous attendent à votre domicile. Elles proposent une discussion à l'amiable. » Mathieu jeta un regard à Lucas qui s'était assoupi contre lui, épuisé par les émotions de la matinée. « Est-ce prudent de retourner là-bas maintenant? Avec moi à vos côtés, et les documents que je viens de faire enregistrer au tribunal, oui. De plus, les preuves sont encore dans la maison. Nous ne pouvons pas risquer qu'Élodie y accède et les détruise. » La berline noire se dirigea vers l'hôtel particulier du 16e arrondissement, où les attendait la première véritable confrontation. Mathieu savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Pour Lucas, pour tenir sa promesse. Dans le hall majestueux, Élodie et une femme d'allure sévère en tailleur anthracite les attendaient. Isabelle Durand, mince et froide comme une lame, se tenait droite à côté d'Élodie qui avait opté pour une apparence vulnérable. Un châle sur les épaules, le visage pâle, les yeux rougis. « Mathieu » commença-t-elle d'une voix tremblante. « S'il te plaît, ne faisons pas ça. Nous pouvons parler, trouver une solution. » Pour Lucas. À la mention de son nom, l'enfant se réveilla, regardant autour de lui avec confusion. Lorsqu'il aperçut Élodie, il s'agrippa instinctivement à la main de son père. « Lucas, pourquoi ne monterais-tu pas dans ta chambre un moment ?» proposa doucement Mathieu, sentant son fils se crisper à la vue d'Élodie. L'enfant hésita, son regard passant de son père aux 2 femmes qui les attendaient dans le hall. « Tu viendras me chercher ?» murmura-t-il, une pointe d'angoisse dans la voix. « Bien sûr, je ne serai pas long. Tu peux prendre la tablette avec toi si tu veux. »
Tamikesuwasha. Lucas monta l'escalier, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule, jusqu'à disparaître au premier étage. Le silence s'installa dans le hall, lourd et électrique. Entrons dans le salon, suggéra François. Cette discussion mérite un minimum d'intimité. Ils suivirent l'avocat dans la pièce au haut plafond, orné de moulures. Élodie s'installa gracieusement sur un canapé, tandis que Maître Durand restait debout, droite et austère comme une sentinelle. « Monsieur Bellecour », commença-t-elle d'une voix précise, « ma cliente souhaite résoudre cette situation regrettable, de façon amiable. Nous comprenons votre inquiétude pour votre fils, mais nous pensons qu'il y a eu un malentendu fondamental. » François s'assit face à elle, invitant Mathieu à faire de même. « Et quel serait ce malentendu, Maître Durand ?» Les méthodes éducatives de ma cliente ont pu être mal interprétées. Madame Bellecour a pris à cœur son rôle de belle-mère, appliquant une discipline que certains pourraient juger stricte, mais toujours dans l'intérêt de l'enfant. Mathieu sentit une vague de colère monter en lui, mais François posa une main apaisante sur son bras. « Maître Durand », répondit François avec un calme froid, « nous disposons de preuves de maltraitance qui vont bien au-delà d'une discipline stricte. Privation de nourriture, isolement forcé, violence physique documentée par un médecin ce matin même. » Élodie porta une main tremblante à ses lèvres. « C'est faux. Jamais je n'ai levé la main sur Lucas. J'ai essayé de l'éduquer du mieux que je pouvais, dans des circonstances difficiles. Un enfant qui a perdu sa mère. »« Épargnez-nous ce numéro !» coupa Mathieu, incapable de se contenir plus longtemps. « J'ai vu les marques sur son corps. J'ai entendu les enregistrements qu'il a faits. J'ai vu mon fils manger de la nourriture pour chien parce qu'il était affamé. » Le visage d'Élodie changea subtilement. Son expression vulnérable laissa place à quelque chose de plus calculateur. Les enfants exagèrent. Mathieu, tu le sais bien, Lucas a toujours eu une imagination débordante. Quant aux marques, les enfants se blessent en jouant. Et s'il était si mal nourri, pourquoi n'as-tu rien remarqué pendant tous ces mois? La culpabilité frappa Mathieu comme un coup physique. C'était précisément la question qui le hantait depuis sa découverte. Pourquoi n'avait-il rien vu? Comment avait-il pu être aussi aveugle à la souffrance de son propre fils? François intervint, sentant le trouble de son client. « Nous ne sommes pas ici pour distribuer les blâmes, mais pour protéger un enfant. Mon client a pris ses responsabilités dès qu'il a découvert la situation. » Maître Durand consulta rapidement des notes sur sa tablette. « Soit, voici ce que nous proposons. Une séparation à l'amiable, avec un partage équitable des biens acquis pendant le mariage. Madame Bellecour renonce à demander la garde de Lucas, mais souhaite maintenir un droit de visite régulier. »« Hors de question !» répondit immédiatement Mathieu. « Lucas ne sera plus jamais seul avec elle. » Élodie se redressa, abandonnant définitivement son rôle de femme fragile. « Tu ne peux pas m'empêcher de voir cet enfant, Mathieu. J'ai été sa mère pendant 2 ans. Tu n'as jamais été sa mère !» rétorqua Mathieu avec une colère froide. Sa mère l'aimait. Sa mère le protégeait. Sa mère ne l'aurait jamais affamé ou enfermé, à soi le soit. Un silence glacial suivit ses paroles. Élodie et lui se regardaient comme deux adversaires évaluant leurs forces respectives. François et Maître Durand échangèrent un regard, reconnaissant chacun que la situation ne se résoudrait pas facilement. « Peut-être devrions-nous faire une pause », suggéra François. Cette discussion est émotionnellement chargée pour tout le monde. Maître Durand acquiesça et se tourna vers sa cliente. Elles échangèrent de quelques mots à voix basse, puis l'avocate se leva. « Nous allons nous retirer un moment. » Mais avant cela, elle se tourna vers Mathieu. « Monsieur Bellecour, ma cliente souhaite vous parler en privé. Quelques minutes seulement. » François fronça les sourcils. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« C'est important, » insista Élodie, son regard fixé sur Mathieu. « Il y a des choses, Mascaus, que tu dois savoir. Des choses que tu préférerais ne pas voir devenir publiques. » Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans le ton d'Élodie, dans son assurance soudaine, éveilla sa méfiance. « 5 minutes, concéda-t-il finalement. « Dans mon bureau. » François lui lança un regard d'avertissement, mais Mathieu hocha imperceptiblement la tête. Il devait comprendre ce qu'Élodie mijotait. Le bureau de Mathieu, situé au rez-de-chaussée, était son sanctuaire. Une pièce au mur tapissée de livres, meublée d'un imposant bureau en acajou et de fauteuils en cuir. Élodie s'y installa avec une aisance étudiée, comme si elle préparait cette conversation depuis longtemps. « Que veux-tu, Élodie »
demanda Mathieu, restant debout, les bras croisés. « Ce que je veux ?» Elle eut un petit rire sans joie. « Ce que j'ai toujours voulu, Mathieu. La sécurité, le confort, le statut social. Je ne suis pas amoureuse de toi, je ne l'ai jamais été. Mais j'ai joué mon rôle à la perfection, n'est-ce pas ?» La veuve éplorée, trouvant du réconfort dans les bras du veuf éploré. Une histoire tellement romantique que Paris en parlait pendant des semaines. Que Mathieu la dévisagea, découvrant une femme qu'il ne reconnaissait pas, qu'il n'avait peut-être jamais vraiment connue. « Pourquoi me dire tout ça maintenant ?»« Parce que je veux que tu comprennes que je n'ai rien à perdre. » Élodie ouvrit son sac et en sortit une clé USB qu'elle posa délicatement sur le bureau. « Sais-tu ce qu'il y a là-dedans ?» Des copies de certains de tes emails, des vidéos de certaines de tes réunions privées, des décisions d'affaires qui, sorties de leur contexte, paraîtraient, disons, moralement ambiguës. Le sang de Mathieu se glaça. 3 ans plus tôt, il avait été impliqué dans une affaire délicate, l'acquisition d'une entreprise concurrente grâce à des informations obtenues par des moyens contestables. Rien d'illégal, mais certainement pas éthique. À l'époque, il s'était justifié en pensant aux emplois qu'il sauverait. Mais la fin justifiait-elle vraiment les moyens ? C'est du chantage, constata-t-il, la gorge sèche. Je préfère parler de négociation. Voici mes termes. Je quitte cette maison avec une compensation financière substantielle, disons 10 millions d'euros. Je renonce à tout droit sur Lucas. Mais je garde mon image publique intacte. Nous annonçons une séparation à l'amiable, pour différences irréconciliables. Pas un mot sur de prétendues maltraitances. Pas de scandale. Oh, et en échange ? En échange, ces informations restent privées. Ta réputation d'homme d'affaires intègre demeure immaculée. Les actionnaires de ton entreprise ne découvrent pas que leur PDG a des méthodes créatives. Mathieu s'assit lentement, le poids de ce chantage s'abattant sur ses épaules. Élodie l'observait avec une froide satisfaction, savourant son moment de pouvoir. « Comment as-tu obtenu ces informations ?» Elle haussa les épaules avec élégance. J'ai toujours été doué pour écouter aux portes. Et puis, tu es si négligent avec tes mots de passe, mon cher, tellement absorbé par ton travail que tu ne remarques même pas quand quelqu'un utilise ton ordinateur. Une pensée terrible traversa l'esprit de Mathieu. Est-ce pour ça que tu m'as épousé? Pour me faire chanter? Face ou face. Au début que non. Je voulais simplement la vie que tu pouvais m'offrir. Le chantage est venu plus tard, une assurance, disons. Quand j'ai compris que tu ne te détacherais jamais complètement du souvenir de Sophie. Elle se leva gracieusement, lissant sa robe d'un geste mécanique. Je te laisse réfléchir à ma proposition. Nous reprendrons cette conversation quand tu auras pris ta décision. Oh, et Mathieu? Son regard se durcit. N'essaie pas de me doubler. J'ai d'autres copies dans des endroits sûrs. Si quelque chose m'arrive ou si tu tentes de me piéger, tout sera automatiquement envoyé à la presse. Elle quitta le bureau, le laissant seul face à un choix impossible. Protéger son fils ou sauver sa réputation. Mathieu fixa la clé USB sur son bureau, symbole tangible de sa propre faiblesse passée qui revenait le hanter. Quand François entra quelques minutes plus tard, il trouva son client immobile, le regard perdu dans le vide. Mathieu, que s'est-il passé? Lentement, péniblement, Mathieu lui expliqua le chantage d'Élodie. L'avocat l'écouta sans l'interrompre, son visage reflétant une inquiétude croissante. Ces documents sont-ils vraiment si compromettants? Suffisamment pour détruire ma crédibilité, pour faire chuter les actions de l'entreprise, pour entacher mon nom de façon permanente. François soupira, passant une main sur son front. Le chantage est un crime, Mathieu. Nous pourrions porter plainte. Et risquer que tout devienne public, que Lucas grandisse en voyant son père traîner dans la boue. Un silence pesant s'installa entre les deux hommes. François semblait peser soigneusement ses prochaines paroles. Quel est le pire scénario, Mathieu? Que ces informations sortent, que ta réputation soit temporairement ternie, ou que Lucas reste en contact avec une femme qui l'a maltraité, qui continuera à exercer une influence toxique sur sa vie. La question frappa Mathieu comme un coup physique. Pendant tout ce temps, il avait placé sa carrière, sa réputation, son confort personnel avant le bien-être de son fils. N'était-ce pas exactement cette attitude qui avait permis à Élodie de maltraiter Lucas? « Je dois réfléchir », murmura-t-il. François posa une main sur son épaule. « Prends ton temps, mais n'oublie pas que chaque décision que tu prends maintenant façonnera l'avenir de ton fils. » Cette nuit-là, Mathieu ne dormit pas.
Il resta assis près du lit de Lucas, observant son fils qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait dormir paisiblement. L'enfant serrait contre lui la tablette contenant les souvenirs de sa mère comme un talisman protecteur. Au petit matin, sa décision était prise. Il descendit au salon où François l'attendait déjà, ayant passé la nuit dans une chambre d'amis pour être présent en cas de besoin. « J'ai réfléchi », annonça Mathieu, une détermination nouvelle dans la voix. « Je ne céderai pas au chantage d'Élodie. Peu importe les conséquences pour ma réputation ou mon entreprise, Lucas passe avant tout. » Un sourire approbateur apparut sur le visage de François. « C'est la bonne décision, Mathieu. Nous affronterons les tempêtes médiatiques, s'il le faut. Mais ton fils saura que tu as choisi de le protéger, quoi qu'il en coûte. » Ils appelèrent Maître Durand pour organiser une rencontre finale. La bataille juridique ne faisait que commencer, mais Mathieu se sentait enfin en paix avec lui-même. Pour la première fois depuis la perte de Sophie, il agissait comme le père que Lucas méritait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités et d'émotions. Comme Mathieu l'avait anticipé, Élodie ne quitta pas le terrain sans combattre. Dès qu'elle comprit qu'il ne céderait pas au chantage, elle passa à l'offensive. Une interview d'elle parut dans un magazine à sensation, la présentant comme une épouse dévouée, injustement accusée par un mari distant et obsédé par son travail. Dans l'article, elle se dépeignait en victime, expliquant avec des larmes savamment orchestrées comment elle avait tenté de créer un foyer aimant pour Lucas, malgré l'absence chronique de son père. « Je l'aimais comme mon propre fils », déclarait-elle. « J'ai tout sacrifié pour lui, et voilà comment on me remercie. » François déposa immédiatement une plainte pour diffamation, mais le mal était fait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les commentaires se multiplièrent, divisant l'opinion entre ceux qui soutenaient Élodie, cette pauvre femme qui a essayé de remplacer une mère irremplaçable, et ceux qui défendaient de Mathieu, rappelant sa réputation d'homme intègre. « Ne lis pas ces articles », conseilla François. « Concentre-toi sur Lucas. C'est lui qui a besoin de toi maintenant. » Mathieu suivit ce conseil. Il réorganisa complètement son emploi du temps, déléguant une partie de ses responsabilités à son équipe de direction pour être présent chaque jour auprès de son fils. Pour la première fois depuis la perte de Sophie, il plaça Lucas au centre de son existence. Ils établirent ensemble une nouvelle routine, rassurante et stable. Mathieu préparait le petit déjeuner chaque matin, conduisait personnellement Lucas à l'école internationale de Saint-Cloud et était là pour le récupérer l'après-midi. Les repas étaient pris ensemble, les devoirs faits côte à côte dans le bureau transformé en espace d'études. Lucas s'épanouissait visiblement sous cette attention nouvelle. Ses joues reprenaient des couleurs, ses yeux retrouvèrent leur éclat, et parfois un rire spontané éclatait, surprenant et émouvant Mathieu par sa pureté. Mais le chemin vers la guérison n'était pas sans obstacle. Le docteur Claire Rousseau, la psychologue recommandée par Marion Pelletier, rencontrait Lucas 2 fois par semaine. Après leur 4e séance, elle demanda à parler à Mathieu en privé. Lucas présente des signes classiques de syndrome post-traumatique, expliqua-t-elle, son regard direct mais compatissant. Les cauchemars, les comportements d'accumulation de nourriture, la méfiance envers les adultes, ce sont des réponses normales à ce qu'il a vécu. Chat. Combien de temps? Commença Mathieu, incapable de terminer sa question. Claire comprit néanmoins. La guérison n'est pas linéaire, monsieur Bellecour. Certaines blessures cicatriseront plus vite que d'autres. L'essentiel est que Lucas se sente en sécurité, qu'il sache que ce qu'il a vécu n'était pas normal, et surtout que ce n'était pas de sa faute. Cette dernière phrase frappa Mathieu en plein cœur. Lucas s'était-il vraiment senti responsable des mauvais traitements qu'il avait subis? Cette idée lui était insupportable. « Que puis-je faire d'autre ?» demanda-t-il, déterminé à aider son fils par tous les moyens possibles. « Continuez ce que vous faites. Soyez présent, constant, prévisible, et n'hésitez pas à parler de sa mère. » Élodie a tenté d'effacer Sophie de sa vie, créant un vide émotionnel douloureux. Sur ce conseil, Mathieu commença à partager plus ouvertement des souvenirs de Sophie avec Lucas. Ils regardaient ensemble les photos et vidéos sauvegardées sur la tablette, Mathieu racontant des anecdotes, ravivant la présence de Sophie dans leur foyer. Ces moments étaient parfois traversés de larmes, celles de Lucas, mais aussi celles de Mathieu, qui pour la première fois pleurait véritablement la femme qu'il avait aimée. Un après-midi, alors qu'il feuilletait un album photo, le téléphone sonna. C'était Madame Laurent, l'institutrice de Lucas. « Monsieur Bellecour, je suis désolé de vous déranger,
mais je pense que nous devrions parler. Au sujet de Lucas, une angoisse immédiate étreignit Mathieu. Avait-il manqué quelque chose? Son fils allait-il mal à l'école? Ah, bien sûr, répondit-il, tentant de maîtriser le tremblement dans sa voix. Un problème? Pas exactement, mais j'ai remarqué des choses ces derniers mois. J'aurais dû vous contacter plus tôt. Ils convinrent d'une rencontre pour le lendemain après les cours. Mathieu passa une nuit agitée, craignant d'apprendre de nouvelles souffrances que son fils aurait endurées en silence. Madame Laurent, une femme d'une quarantaine d'années au regard intelligent et chaleureux, l'accueillit dans sa classe vide après le départ des élèves. Lucas attendait dans la bibliothèque de l'école, sous la surveillance bienveillante de la documentaliste. « Merci d'être venu, monsieur Belcourt », commença l'institutrice en lui désignant une chaise. « Je suis vraiment préoccupé par Lucas depuis plusieurs mois. J'ai noté des changements dans son comportement. Fatigue excessive, manque de concentration, isolement pendant les récréations. Et surtout, j'ai remarqué qu'il cachait systématiquement de la nourriture de la cantine dans ses poches. » Elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier. J'ai consigné mes observations par écrit. J'ai également conservé certains de ses dessins qui m'ont paru troublants. Mathieu parcourut les documents, le cœur serré. Des dessins similaires à ceux qu'il avait trouvés dans la chambre de Lucas. Figures menaçantes, enfants isolés, représentation de nourriture inaccessible. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent les notes chronologiques de l'institutrice, détaillant la dégradation progressive de l'état de Lucas au cours des derniers mois. « Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt ?» demanda-t-il, une pointe de reproche dans la voix. Madame Laurent soupira, visiblement affectée. « J'ai essayé. J'ai appelé plusieurs fois à votre domicile. C'est votre épouse qui répondait toujours. Elle m'assurait que Lucas traversait simplement une phase difficile, qu'il était suivi par un médecin, que tout était sous contrôle. Elle hésita avant d'ajouter « La semaine dernière, j'ai vu Lucas retirer de la nourriture d'une poubelle pendant la récréation. C'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus me contenter des explications de Madame Belcourt. J'allais vous contacter directement quand j'ai appris que vous aviez déjà pris des mesures. » Mathieu ferma les yeux un instant, assimilant cette nouvelle information. Même à l'école, lieu qui aurait dû être un refuge, Lucas n'avait pas échappé aux conséquences de la maltraitance d'Élodie. « Ces documents, dit finalement Madame Laurent, je les ai préparés pour vous. Si vous engagez des poursuites, ce dont je me suis laissé entendre, il pourrait être utile. »« Merci, » murmura Mathieu, sincèrement reconnaissant. « Votre témoignage sera précieux. » En quittant l'école, Mathieu réalisa à quel point la toile tissée par Élodie avait été complète. Elle avait isolé Lucas, interceptant les communications de l'école, justifiant ses comportements troublants par des explications plausibles. Elle avait créé un système parfait où son emprise sur l'enfant restait invisible au monde extérieur. Cette révélation renforça sa détermination. Il transmit immédiatement les documents de Madame Laurent à François, qui les ajouta au dossier déjà substantiel contre Élodie. « Nous avons reçu une date pour l'audience préliminaire », annonça l'avocat. « La semaine prochaine. Le juge décidera des mesures provisoires concernant Lucas. Élodie a demandé un droit de visite supervisé. » Mathieu sentit son estomac se nouer. « Lucas devra la voir ?»« Ça, pas nécessairement. Tout dépendra de l'évaluation psychologique et de la décision du juge. Mais prépare-toi à cette possibilité. » Cette perspective le troubla profondément. Comment expliquer à Lucas qu'il devrait peut-être revoir la femme qui l'avait maltraité? Comment le protéger tout en respectant la procédure judiciaire? Ce soir-là, après avoir bordé son fils, Mathieu resta longtemps assis dans le salon, contemplant une décision qui mûrissait en lui depuis plusieurs jours. L'hôtel particulier du 16e arrondissement, avec ses marbres froids et ses dorures ostentatoires, n'était plus un foyer. Chaque pièce portait l'empreinte d'Élodie. Chaque recoin pouvait potentiellement réveiller des souvenirs douloureux pour Lucas. Il appela son agent immobilier, une femme discrète et efficace qui gérait ses propriétés depuis des années. « Emmanuel, j'ai besoin que vous trouviez quelque chose pour nous. Une maison pas trop grande, avec un jardin, quelque part en dehors de Paris, peut-être vers Versailles ou Saint-Germain-en-Laye. Un endroit paisible, familial. Un investissement, monsieur Belcourt. Non, une résidence principale. Pour mon fils et moi. » Il y eut un silence surpris à l'autre bout de la ligne. « Vous quittez votre hôtel particulier ?»« Exactement. » «
Nous avons besoin d'un nouveau départ. Après cette conversation, Mathieu se sentit étrangement léger. L'idée de quitter cette demeure luxueuse mais froide, de créer un véritable foyer pour Lucas, lui semblait soudain la décision la plus évidente du monde. Les jours suivants, il commença à trier discrètement leurs affaires, identifiant ce qu'ils emporteraient dans leur nouvelle vie. Les vêtements de Lucas, ses jouets préférés, les livres qu'ils lisaient ensemble, les photos de famille, les souvenirs de Sophie. Tout le reste, les meubles coûteux choisis par Élodie, les œuvres d'art acquises pour impressionner, les objets de luxe accumulés sans véritable attachement pouvaient rester derrière. 2 jours avant l'audience préliminaire, Emmanuel l'appela avec une proposition qui semblait parfaite, une maison de style normand, dans un quartier résidentiel de Maisons-Laffitte, avec un grand jardin, 4 chambres et une cuisine lumineuse qui donnait sur une terrasse ombragée. Les photos montraient un intérieur chaleureux, des poutres apparentes, de grandes fenêtres, des murs aux couleurs douces. « C'est exactement ce que je cherchais », confirma Mathieu après une visite éclair. « Combien de temps pour finaliser l'achat? Avec votre situation financière? Nous pouvons conclure en 1 semaine si vous le souhaitez. 1 semaine, juste après l'audience. Un timing parfait pour un nouveau départ. » En rentrant, il trouva Lucas dessinant tranquillement dans le salon, un spectacle qui devenait heureusement de plus en plus fréquent. L'enfant leva les yeux à son entrée, un sourire timide illuminant son visage. « Regarde, papa », dit-il en montrant son dessin. « C'est nous. » Le dessin représentait 2 figures, tenant chacune une valise, devant ce qui ressemblait à une maison entourée d'arbres. Mathieu en eut le souffle coupé. « C'est magnifique, Lucas. Mais qu'est-ce que c'est exactement ?» Lucas haussa les épaules, soudain gêné. « Je ne sais pas, juste nous partant ailleurs, loin d'ici. » Mathieu s'agenouilla près de son fils, ému par cette coïncidence qui n'en était peut-être pas une. Les enfants percevèrent souvent les intentions non exprimées des adultes, captant les signaux subtils d'un changement imminent. « Et si c'était vrai ?» demanda-t-il doucement. « Si nous partions vraiment vivre dans une nouvelle maison, juste tous les deux ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Pour de vrai? On quitterait cette maison? » « Oui, pour de vrai. J'ai trouvé un endroit qui pourrait nous plaire, avec un grand jardin où tu pourrais jouer, et même avoir un chien si tu veux. » Lucas resta silencieux un long moment, semblant digérer cette information. Puis il demanda d'une voix si basse que Mathieu dut tendre l'oreille, « Et tante Élodie, elle ne viendra pas avec nous. Elle ne vivra plus jamais avec nous. » Un sourire lumineux éclaira le visage de l'enfant, un sourire qui valait toutes les richesses du monde, qui confirmait à Mathieu qu'il prenait enfin les bonnes décisions. « Quand est-ce qu'on part ?» demanda Lucas, l'excitation perçant dans sa voix. « Bientôt. Très bientôt. Mais d'abord, il y a quelque chose d'important que nous devons faire. » Le jour de l'audience préliminaire, une pluie fine tombait sur Paris, enveloppant la ville d'une brume mélancolique. Mathieu avait passé la matinée à préparer Lucas, lui expliquant avec des mots simples ce qui allait se passer. « Tu te souviens du docteur Claire ?» demanda-t-il, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner. « Elle sera là aussi. Elle va parler au juge, lui dire comment tu te sens. » Lucas hocha gravement la tête, concentré sur ses céréales qu'il mangeait désormais sans crainte d'être réprimandé. « Est-ce que je vais voir tante Élodie ?» La question que Mathieu redoutait. Il prit une profonde inspiration. « C'est possible, oui, mais je serai toujours avec toi, et maître Mercier aussi. Personne ne te laissera seul avec elle. » L'enfant acquiesça à nouveau, mais sa cuillère resta suspendue au-dessus de son bol. Mathieu pouvait presque voir les rouages de son esprit tourner, traiter cette information potentiellement effrayante. « Et si elle est en colère contre moi ?» murmura finalement Lucas. « Elle disait toujours que si je parlais mal d'elle, personne ne me croirait et que je serais puni. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Une fois de plus, il mesurait l'emprise psychologique qu'Élodie avait exercée sur son fils, les menaces subtiles qu'il avait maintenues dans le silence et la peur. Le juge, maître Mercier, le docteur Claire, moi, nous sommes tous là pour te protéger. Lucas, les adultes qui font du mal aux enfants sont ceux qui ont tort, pas les enfants. Et quoi que dise tante Élodie, je te croirai toujours, tu comprends. Lucas sembla réfléchir à ces paroles, puis hocha lentement la tête avant de reprendre son petit déjeuner. Cette confiance fragile qu'il accordait à nouveau aux adultes était précieuse, et Mathieu était déterminé à la préserver.
Ils se rendirent au tribunal dans la voiture de François, qui les attendait devant la maison. L'avocat avait l'air grave, mais confiant. « J'ai parlé au juge Moreau ce matin », m'expliqua-t-il à Mathieu, tandis que Lucas regardait défiler les rues de Paris à travers la vitre. C'est un magistrat expérimenté, particulièrement sensible aux affaires impliquant des enfants. Il a déjà étudié le dossier préliminaire et les rapports médicaux. Que status est pour la demande d'Élodie? Le droit de visite? François ajusta sa cravate, un geste qui trahissait une légère tension. Le juge souhaite entendre Lucas avant de statuer, mais l'évaluation du docteur Rousseau pèsera lourd dans sa décision. Le palais de justice se dressait imposant, sur l'île de la Cité. Ses colonnes massives et son architecture austère intimidaient même Mathieu, pourtant habitué aux bâtiments officiels. Comment Lucas percevait-il ce lieu? Comme une forteresse protectrice ou comme un nouvel environnement hostile? Ils furent conduits dans une salle d'attente discrète, épargnant à Lucas la foule des couloirs. Le docteur Claire Rousseau les y rejoignit rapidement, saluant l'enfant avec un sourire chaleureux, avant de prendre Mathieu à part. « Lucas semble calme ce matin, » observa-t-elle. « Ah, c'est bon signe. Nous avons travaillé sur sa peur de l'autorité, sur sa crainte de ne pas être cru. Jas, il a peur de revoir Élodie, » confia Mathieu, baissant la voix pour que son fils ne l'entende pas. Claire hocha la tête, compréhensive. « C'est normal. Mais cette confrontation, si elle a lieu, se fera dans un cadre strictement contrôlé. Et elle peut être thérapeutique, une étape nécessaire pour qu'il comprenne qu'elle n'a plus de pouvoir sur lui. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un huissier qui les conduisit vers la salle d'audience. En chemin, ils croisèrent Élodie et Maître Durand qui attendaient dans un couloir adjacent. Élodie avait opté pour un tailleur beige sobre, ses cheveux retenus en un chignon discret, l'image même de la femme respectable et mesurée. Seul son regard, lorsqu'il croisa celui de Mathieu, révéla une froide détermination. Lucas se figea en l'apercevant, sa petite main serrant convulsivement celle de son père. Mathieu se plaça instinctivement entre son fils et son épouse, un geste de protection que tous remarquèrent. « Bonjour, Lucas », dit Élodie d'une voix douce, ignorant délibérément Mathieu. « Tu m'as manqué. » Que l'enfant ne répondit pas, se contentant de se presser davantage contre la jambe de son père. François intervint avec une politesse glaciale. « Madame Bellecour, je vous rappelle que toute communication doit passer par les avocats pour l'instant. » Élodie sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, maître Mercier. Je voulais simplement saluer Lucas. Ce n'est qu'un enfant, après tout. Il ne comprend pas ces querelles d'adultes. » L'audience se déroula dans une petite salle, moins intimidante que les grandes cours de justice. Le juge Moreau, un homme d'une soixantaine d'années au regard vif sous d'épais sourcils blancs, créa immédiatement une atmosphère de respect attentif. Il s'adressa d'abord directement à Lucas, se penchant légèrement par-dessus son bureau. « Bonjour Lucas, je suis le juge Moreau. Mon travail est de m'assurer que les enfants comme toi sont en sécurité et heureux. Tu n'as pas à avoir peur ici. » Lucas hocha timidement la tête. « Aujourd'hui, nous allons parler de ta vie à la maison, avec ton papa et avec Madame Bellecour. Tout ce que tu nous diras sera important pour nous aider à prendre les meilleures décisions pour toi. Tu comprends? » « Oui, monsieur, » murmura Lucas. Le juge sourit avec bienveillance avant de se tourner vers les adultes présents. L'audience commença par la présentation des rapports médicaux et psychologiques. Le docteur Pelletier et le docteur Rousseau témoignèrent tour à tour, détaillant les signes physiques et émotionnels de maltraitance qu'elles avaient observés chez Lucas. Élodie écoutait, impassible en apparence, mais Mathieu remarqua ses doigts, qui se crispaient occasionnellement sur son sac, seul signe extérieur de sa tension. Maître Durand contre-interrogea les médecins avec habileté, suggérant que les symptômes de Lucas pouvaient résulter du traumatisme de la perte de sa mère, ou d'une anxiété liée aux absences prolongées de son père. Elle présenta Élodie comme une belle-mère dévouée, peut-être stricte mais jamais malveillante, tentant d'élever un enfant difficile dans des circonstances complexes. « Ma cliente a toujours agi dans l'intérêt de l'enfant », affirma-t-elle. Si certaines de ses méthodes éducatives ont pu paraître sévères, c'était uniquement pour compenser l'absence quasi totale de cadre paternel. François intervint alors, présentant les preuves matérielles, les enregistrements de Lucas sur la tablette, les dessins troublants, le témoignage écrit de Madame Laurent, et surtout les photos des blessures et de l'état physique de l'enfant. Ces éléments dressent un tableau systématique de maltraitance, conclut-il.
Ce ne sont pas des incidents isolés, mais un schéma continu de négligence émotionnelle et physique, incluant la privation de nourriture comme méthode de punition. Le juge Moreau écoutait attentivement, prenant des notes, son expression indéchiffrable. Après la présentation des avocats, il se tourna vers Lucas. « J'aimerais maintenant parler avec Lucas en présence du docteur Rousseau. Les parents et les avocats peuvent attendre dehors. » Mathieu hésita, inquiet de laisser son fils affronter seul cette situation. Claire le rassura d'un regard. Elle serait là veillant sur Lucas. Il embrassa son fils sur le front avant de suivre François hors de la salle. Dans le couloir, l'attente fut interminable. Mathieu faisait les 100 pas, incapable de rester immobile, tandis qu'Élodie se tenait droite et silencieuse près de son avocate. Aucun mot ne fut échangé entre les deux camps, mais la tension était palpable. Après ce qui sembla une éternité, ils furent rappelés dans la salle. Lucas était assis près du juge, l'air plus détendu qu'auparavant, tenant un verre d'eau que quelqu'un lui avait offert. Le juge Moreau les observa tous prendre place avant de parler. « J'ai eu une conversation très instructive avec Lucas. » « Ah, commença-t-il. Sur la base de son témoignage et des éléments présentés aujourd'hui, je rends les décisions provisoires suivantes. Lucas Bellecour restera sous la garde exclusive de son père, Mathieu Bellecour, en attendant l'audience définitive. Madame Élodie Bellecour se verra accorder un droit de visite supervisé, 1 fois par semaine, dans un cadre neutre et en présence d'un travailleur social. Mathieu sentit son cœur se serrer. Malgré toutes les preuves, malgré le témoignage de Lucas, Élodie obtenait quand même un droit de visite. Il jeta un regard à son fils qui avait pâli à cette annonce. Le juge, remarquant leur réaction, ajouta « Ces visites ne commenceront qu'après évaluation complémentaire par le docteur Rousseau, qui déterminera si Lucas est émotionnellement prêt. La première visite est fixée à dans 2 semaines, sous réserve de cette évaluation. » Il se tourna ensuite vers Élodie, son regard se durcissant légèrement. « Madame Bellecour, je vous avertis solennellement qu'aucun comportement intimidant ou manipulateur ne sera toléré pendant ces visites. Le moindre incident entraînera la suspension immédiate de ce droit. » Élodie inclina la tête en signe d'acceptation, mais ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice que Mathieu connaissait trop bien. Après l'audience, François les raccompagna à leur voiture, expliquant les implications de cette décision. « C'est un bon résultat, Mathieu. La garde exclusive, même provisoire, est une victoire importante. Quant aux visites supervisées, c'est un compromis attendu. Les juges hésitent toujours à couper complètement les liens familiaux, même dans des cas comme celui-ci. »« Mais après tout ce qu'elle lui a fait, » protesta Mathieu, veillant à ce que Lucas, qui marchait quelques pas devant eux, ne l'entende pas. « Le système judiciaire est ainsi fait, » soupira François. « Mais rappelle-toi que ces visites seront étroitement surveillées, et le docteur Rousseau a un droit de veto. Si elle estime que Lucas n'est pas prêt, les visites seront reportées. » Cette perspective offrait un maigre réconfort. Mathieu savait qu'il devrait maintenant préparer son fils à revoir la femme qu'il avait terrorisée pendant des mois, tout en l'assurant qu'il serait protégé. De retour à la maison, Lucas monta directement dans sa chambre, visiblement épuisé par les émotions de la journée. Mathieu le suivit, trouvant son fils assis sur son lit, serrant son lapin en peluche contre lui. « Tu as été très courageux aujourd'hui, » dit-il doucement, s'asseyant à côté de lui. « Je suis tellement fier de toi. » Lucas leva vers lui un regard inquiet. « Est-ce que je dois vraiment voir tante Élodie ?» Mathieu choisit ses mots avec soin. « Seulement si le docteur Claire pense que c'est bon pour toi. Et je serai toujours près de toi, ainsi qu'une autre personne dont le travail est de s'assurer que tout se passe bien. »« J'ai peur, » avoua Lucas dans un murmure à peine audible. Mathieu l'attira contre lui, caressant ses cheveux blonds si semblables à ceux de Sophie. « Je sais. Mais parfois, affronter ce qui nous fait peur nous aide à réaliser que ce n'est plus aussi effrayant qu'avant. Tante Élodie ne peut plus te faire de mal maintenant. Elle n'a plus ce pouvoir. » Cette nuit-là, Lucas fit un cauchemar. Mathieu l'entendit crier et se précipita dans sa chambre pour le trouver en sueur, les yeux écarquillés par la terreur. « Elle était là » sanglota-t-il lorsque Mathieu le prit dans ses bras. « Elle disait qu'elle allait m'emmener loin de toi. » Mathieu le berça doucement, murmurant des paroles rassurantes jusqu'à ce que les sanglots s'apaisent. Lorsque Lucas fut calmé, Mathieu lui raconta une histoire, non pas un conte de fées, mais une histoire vraie, celle d'un petit garçon courageux,
qui avait survécu à des moments difficiles et qui, un jour, serait assez fort pour comprendre que les adultes blessés n'avaient pas le droit de blesser les enfants. Lucas s'endormit finalement, sa respiration devenant régulière. Mathieu resta à son chevet, contemplant le visage paisible de son fils à la lueur tamisée de la veilleuse. Il pensa à la maison qui les attendait à Maison Laffitte, au nouveau départ qu'il s'apprêtait à prendre, et pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'espérer. Le jour de la première visite supervisée arriva plus vite que Mathieu ne l'aurait souhaité. Le docteur Rousseau avait évalué Lucas, et bien que réservé, avait estimé qu'une brève rencontre dans un environnement contrôlé pourrait être bénéfique, une façon pour Lucas de constater que sa belle-mère n'avait plus d'emprise sur lui. La visite devait se dérouler dans une salle neutre du tribunal, en présence d'un travailleur social et du docteur Rousseau elle-même. Mathieu serait autorisé à rester, mais devrait se tenir à l'écart, observant sans intervenir sauf nécessité. Ce matin-là, il prépara Lucas avec soin, répétant les mêmes assurances. Il serait en sécurité, protégé, et pourrait partir à tout moment s'il se sentait mal à l'aise. « Tu te souviens de ce que le docteur Claire t'a appris ?» demanda-t-il alors qu'il se rendait au tribunal. « Sur la façon de respirer quand tu te sens nerveux ?» Lucas fit une démonstration, inspirant profondément par le nez et expirant lentement par la bouche. « Et je peux dire « stop » si je ne veux plus parler. » ajouta-t-il, répétant les techniques que Claire lui avait enseignées. « Exactement. Tu as tous les droits. C'est toi qui décides. » La salle de rencontre au tribunal était aménagée pour paraître aussi accueillante que possible. Fauteuil confortable, table basse, quelques jouets et livres disposés sur une étagère. Mais malgré ses efforts, l'atmosphère restait tendue lorsque Lucas entra, tenant fermement la main de son père. Le docteur Rousseau les accueillit, accompagné de Madame Fournier, une travailleuse sociale expérimentée au visage bienveillant. Elles expliquèrent une nouvelle fois le déroulement de la rencontre à Lucas, s'assurant qu'il comprenait ses droits et les limites imposées. « Madame Bellecour va arriver dans quelques minutes », annonça Claire. « Tu es prêt, Lucas ?» L'enfant hocha la tête, bien que sa main se soit crispée dans celle de Mathieu. Ce dernier s'agenouilla pour se mettre à son niveau. « Je serai juste là », dit-il en indiquant un fauteuil placé dans un coin de la pièce. « Tu me verras tout le temps, et je te verrai aussi. » Lucas inspira profondément, comme il l'avait pratiqué, puis se dirigea vers le centre de la pièce où un petit fauteuil bleu semblait l'attendre. Élodie arriva, escortée par un huissier. Elle avait choisi une tenue simple mais élégante, une robe bleu pâle, qui lui donnait un air de fragilité calculée. Son visage s'illumina d'un sourire à la vue de Lucas, mais l'enfant resta impassible, se tenant très droit sur son siège. « Bonjour, Lucas, » dit-elle doucement. « Je suis si heureuse de te voir. » Le garçon ne répondit pas immédiatement, jetant un regard vers Claire qui l'encouragea d'un signe de tête. « Bonjour, » murmura-t-il finalement. Élodie s'assit face à lui, maintenant une distance respectueuse, comme on le lui avait demandé. Ses mouvements étaient mesurés, son expression soigneusement composée pour exprimer une affection inquiète. « Comment vas-tu ? Tu as l'air en forme. » Lucas haussa légèrement les épaules. « Ça va. » Le silence s'installa, lourd de non-dits. Élodie tenta de le rompre en évoquant des souvenirs qu'elle présentait comme heureux. Un après-midi au jardin du Luxembourg, une sortie au cinéma, des moments qui, dans sa version, semblaient idylliques. Mais le visage de Lucas restait fermé, ses réponses monosyllabiques. « Tu te souviens de notre voyage à Deauville l'été dernier ?» demanda-t-elle avec un sourire nostalgique. « Tu t'étais tellement amusé sur la plage ?» Lucas la regarda droit dans les yeux, une assurance nouvelle dans son regard. « Je n'avais pas le droit de me baigner. Tu disais que j'allais salir la suite de l'hôtel avec du sable. » Le sourire d'Élodie vacilla imperceptiblement. « Oh, tu as du mal comprendre, chérie. Je voulais simplement que tu sois prudent près de l'eau. »« Non » répondit Lucas avec une fermeté surprenante. « Tu m'as fait rester sur la terrasse de l'hôtel, pendant que tu allais au spa. Je pouvais voir les autres enfants jouer sur la plage. » De son coin, Mathieu observait avec un mélange de fierté et de douleur. Fierté de voir son fils s'affirmer, refuser les manipulations. Douleur de découvrir encore de nouvelles privations qu'il avait endurées en silence. Élodie changea de tactique, sortant de son sac un petit paquet emballé dans du papier coloré. « J'ai apporté quelque chose pour toi, un petit cadeau. » Madame Fournier intervint immédiatement. « Madame Bellecour, nous avions convenu qu'il n'y aurait pas d'échange d'objets aujourd'hui. » Élodie eut un sourire contrit,
replaçant le paquet dans son sac. « Bien sûr, j'avais oublié. Ce sera pour une prochaine fois, Lucas. » Mais l'enfant secoua la tête. « Je ne veux pas de cadeau. »« Pourquoi ?» demanda Élodie, une pointe de frustration perçant dans sa voix malgré ses efforts pour paraître calme. « Tu as toujours aimé les cadeaux. Et parce qu'après, tu disais toujours que je te devais quelque chose. Que je devais être encore plus sage. Parce que tu m'avais fait un cadeau. Tabidizit. » Élodie jeta un regard nerveux vers les adultes qui observaient l'échange. « Lucas, je crois que tu confonds. Je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours voulu ton bonheur. » L'enfant baissa les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées, puis regarda à nouveau sa belle-mère. « Tu me laissais avoir faim, » dit-il simplement. « Tu m'enfermais dans ma chambre. Tu jetais mes dessins. Tu disais que maman n'aurait pas été fière de moi, mais ce n'est pas vrai. Maman m'aimait. » Mathieu dut faire appel à tout son contrôle pour rester dans son fauteuil pour ne pas intervenir. La douleur et la dignité dans la voix de son fils lui serrèrent le cœur. Élodie sembla momentanément déstabilisée par cette confrontation directe. Son masque de bienveillance se fissura, laissant entrevoir une irritation qu'elle tenta rapidement de dissimuler. « Lucas, je comprends que tu sois confus, avec tout ce qui s'est passé. Et je ne suis pas confus. » L'interrompit Lucas avec une assurance grandissante. « Je sais ce qui s'est passé. » Claire Rousseau échangea un regard avec Madame Fournier, puis s'adressa doucement à Lucas. « Comment te sens-tu, Lucas? Veux-tu continuer, ou préfères-tu que nous arrêtions maintenant ?» L'enfant réfléchit un instant. « Je veux arrêter. Je n'ai plus rien à dire. »« D'accord, » acquiesça Claire. « Tu as été très courageux. » Élodie se leva brusquement, abandonnant toute prétention de sérénité. « C'est ridicule. Vous lui avez mis toutes ses idées en tête. Lucas n'aurait jamais parlé comme ça avant. » Madame Fournier s'interposa calmement. « Madame Bellecour, je vous rappelle les conditions de cette visite. Tout comportement agressif entraînera son interruption immédiate. » Élodie se ressaisit visiblement, lissant sa robe d'un geste nerveux. « Je ne suis pas agressive. Je suis simplement préoccupée par l'état psychologique de Lucas. Il est évident qu'il a été manipulé. » Lucas s'était déjà dirigé vers son père, se blottissant contre lui, comme pour puiser du réconfort après cette épreuve. Mathieu l'entoura de ses bras, murmurant des paroles d'encouragement. Claire Rousseau conclut officiellement la visite, notant dans son carnet ses observations. Madame Fournier raccompagna Élodie, qui quitta la salle sans un regard en arrière, la colère raidissant sa démarche. « Comment te sens-tu » demanda Mathieu à son fils une fois qu'ils furent seuls avec Claire. Lucas réfléchit un instant, cherchant les mots justes. Bizarre. Un peu triste, mais aussi fort. Claire sourit avec approbation. C'est normal de ressentir toutes ces émotions, Lucas. Tu as fait face à quelqu'un qui t'a fait du mal, et tu as défendu ta vérité. C'est un acte très courageux. Dans la voiture qui les ramenait chez eux, Lucas resta silencieux, regardant défiler les rues de Paris. Puis, sans prévenir, il demanda « Est-ce que je devrais la revoir ?» Mathieu échangea un regard avec François qui conduisait. « Je ne sais pas, Lucas. Cela dépendra de ce que dira le juge lors de la prochaine audience, et aussi de ce que toi tu souhaites. » L'enfant hocha la tête, semblant accepter cette réponse. Puis il ajouta d'une voix à peine audible « Je préférerais ne plus la voir. Je suis plus heureux quand elle n'est pas là. » Cette simple phrase, prononcée sans animosité mais avec une conviction tranquille, toucha Mathieu profondément. Son fils exprimait enfin ses besoins, ses préférences, sans crainte d'être puni pour cela. Cette nuit-là, Lucas fit à nouveau un cauchemar, mais différent des précédents. Lorsque Mathieu accourut dans sa chambre, l'enfant était déjà assis dans son lit essuyant ses larmes. « J'ai rêvé d'elle », expliqua-t-il. « Mais cette fois, je n'avais pas peur. Je lui disais non. » Mathieu s'assit près de lui, caressant doucement ses cheveux. « Parfois, nos rêves nous aident à devenir plus forts, » dit-il. « Ils nous permettent de faire des choses que nous n'avons pas pu faire dans la réalité. » Lucas réfléchit à cette idée, puis changea brusquement de sujet. « Quand est-ce qu'on va dans la nouvelle maison ?»« Dans quelques jours, dès que les papiers seront signés. » Un sourire illumina le visage de l'enfant. « J'ai hâte. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs du déménagement. Mathieu avait engagé une équipe discrète et efficace, et François avait obtenu du juge l'autorisation de changer de domicile malgré la procédure en cours, arguant du bien-être de Lucas. Emmanuel, l'agent immobilier, leur remit les clés de la maison de Maison Laffitte un mercredi ensoleillé de juin.
Lucas parcourut chaque pièce avec une excitation croissante, s'attardant particulièrement dans celle qui serait sa chambre, un espace lumineux avec vue sur le jardin. « Tu pourras la décorer comme tu veux » m'a promis Mathieu. « Choisir les couleurs, les meubles, ce sera ton espace à toi. » Pendant que Lucas explorait le jardin, accompagné de François qui lui montrait les meilleurs endroits pour installer une balançoire, Mathieu reçut un appel du docteur Rousseau. « J'ai rédigé mon rapport suite à la visite supervisée », annonça-t-elle sans préambule. « Je recommande la suspension des visites pour le moment. » Lucas a démontré une anxiété significative en présence de Madame Bellecour, et ses réactions pendant et après la rencontre confirment mes inquiétudes. Et le juge ? Le juge Moreau prend généralement très au sérieux les recommandations des experts. Je ne peux rien garantir, mais je pense que Lucas sera protégé. Cette nouvelle apporta à Mathieu un immense soulagement. Il rejoignit son fils dans le jardin, où Lucas désignait avec enthousiasme un grand chêne parfait pour une cabane. « Est-ce qu'on pourrait avoir un chien ?» demanda soudain l'enfant. « Un vrai chien, pas comme Balzac qui reste toujours avec la gouvernante. » Mathieu sourit, touché par cette demande qui symbolisait tant de choses. L'envie de construire une nouvelle vie, la capacité à se projeter dans l'avenir, la confiance retrouvée pour exprimer un désir. « Bien sûr, » répondit-il. « Nous pourrons aller au refuge dès que nous serons installés. » L'audience définitive fut fixée un mois plus tard, laissant à Mathieu et Lucas le temps de s'adapter à leur nouvelle vie. La maison de Maison Laffitte se transforma peu à peu en un véritable foyer. Lucas avait choisi des murs bleu clair pour sa chambre, installé ses livres et ses jouets, accroché ses dessins, de plus en plus colorés et joyeux. Un jeune berger australien nommé Victor avait rejoint la famille, apportant une énergie joyeuse dans leur quotidien. Mathieu avait réorganisé son travail, déléguant davantage, privilégiant le télétravail quand c'était possible. Les matins commençaient par un petit déjeuner partagé, souvent préparé ensemble. Les soirs, c'étaient des histoires lues à voix haute, parfois des jeux de société ou simplement des conversations où Lucas se sentait libre de parler de tout, ses joies, ses peurs, ses souvenirs, même ceux impliquant Élodie ou Sophie. Le jour de l'audience finale, une pluie d'été lavait Paris, rafraîchissant l'air étouffant de juillet. Mathieu et Lucas arrivèrent au tribunal accompagnés de François, qui portait d'imposants dossiers contenant toutes les preuves rassemblées. Rapports médicaux, évaluations psychologiques, témoignages de l'école, enregistrements audio, photos, dessins. Élodie était déjà présente, accompagnée non seulement de Maître Durand, mais aussi d'un second avocat, signe qu'elle avait décidé de renforcer sa défense. Elle portait un tailleur gris perle, sobre et élégant. Mais son visage trahissait la tension et l'amertume. Une ancienne employée de maison, Madame Vernet, qui avait travaillé pour eux pendant la première année du mariage de Mathieu et Élodie, attendait également dans le couloir. Elle avait contacté François, après avoir lu un article sur l'affaire, offrant son témoignage sur le comportement d'Élodie envers Lucas. Mathieu ne l'avait pas revu depuis son départ précipité, qu'Élodie avait justifié par une incompatibilité de caractère. Madame Vernet se leva à leur approche, un sourire ému aux lèvres en voyant Lucas. « Comme tu as grandi, » lui dit-elle doucement, « et tu as meilleure mine. » Lucas la regarda avec curiosité, ne se souvenant manifestement pas d'elle. « Madame Vernet s'occupait de la maison quand tu étais plus petit, » expliqua Mathieu, avant que tante Élodie ne la renvoie. La femme hocha gravement la tête. « J'ai essayé de vous prévenir, monsieur Bellecour. J'avais vu comment elle le traitait quand vous n'étiez pas là. Mais elle a intercepté mes lettres, et quand j'ai tenté de vous appeler, elle m'a menacé de poursuite pour diffamation. » Mathieu ferma les yeux un instant, assimilant cette nouvelle pièce du puzzle, cette nouvelle preuve de la façon dont Élodie avait méthodiquement isolé Lucas, éliminant tous ceux qui auraient pu le protéger ou alerter son père. L'audience commença avec solennité. Le juge Moreau avait manifestement étudié en profondeur tous les rapports, posant des questions précises aux experts et aux témoins. Madame Vernet décrivit des incidents qu'elle avait observés. Lucas enfermé dans sa chambre pendant des heures, privé de repas, réprimandé cruellement pour des infractions mineures. Son témoignage était d'autant plus puissant qu'il corroborait parfaitement celui de Lucas, alors qu'il n'avait pas été en contact depuis des années. Maître Durand tenta de discréditer Madame Vernet, suggérant qu'elle était motivée par une rancune personnelle contre Élodie. Mais la sincérité de l'ancienne employée était palpable, sa connaissance des détails trop précise pour être inventée.
Quand vint le tour d'Élodie de témoigner, elle maintint sa version des faits. Une belle-mère dévouée, peut-être stricte mais jamais cruelle, incomprise par un enfant perturbé et un mari distant. Mais sa défense s'effritait face à l'accumulation des preuves. Le moment crucial de l'audience fut le témoignage de Lucas. Contrairement à l'audience préliminaire, il fut entendu en présence de tous. Protégé par la présence rassurante de Claire Rousseau à ses côtés, sa voix était claire, ses propos cohérents et précis lorsqu'il décrivit sa vie quotidienne avec Élodie, les punitions, les privations, les humiliations. Et maintenant, Lucas, demanda doucement le juge, « Comment te sens-tu dans ta nouvelle maison ?» Le visage de l'enfant s'éclaira. « Bien, je peux manger quand j'ai faim. Je peux dessiner ce que je veux. Papa est là tous les soirs pour me lire une histoire. Et on a Victor, notre chien. » Il hésita puis ajouta avec une simplicité désarmante, « Je n'ai plus peur tout le temps. » Ces mots, plus que tous les rapports d'experts, semblèrent toucher le juge Moreau. Son regard s'attarda sur Lucas, puis sur Mathieu, et enfin sur Élodie, dont le visage s'était figé en un masque impénétrable. La conclusion de l'audience fut sans appel. Le juge accorda la garde exclusive et définitive de Lucas à son père, suspendant tout droit de visite pour Élodie jusqu'à nouvel ordre. Le divorce fut prononcé pour faute grave, et les prétentions financières d'Élodie rejetées au vu des circonstances. Cette cour estime que le bien-être et la sécurité de l'enfant sont prioritaires, déclara le juge Moreau. Les preuves de maltraitance sont accablantes et cohérentes. Lucas Bellecour a droit à un environnement stable et aimant, ce qu'il semble avoir trouvé auprès de son père. En quittant le tribunal, Mathieu tenait fermement la main de son fils. Élodie les dépassa sans un regard, son visage ravagé par une colère froide. Son avocat la suivait, murmurant des paroles qui semblaient être des conseils pour un éventuel appel. « C'est fini ?» demanda Lucas, observant la silhouette d'Élodie qui s'éloignait. « Oui », répondit Mathieu, « mais c'est fini. Elle ne peut plus te faire de mal. » Sur le parvis du tribunal, François serra chaleureusement la main de Mathieu. « Félicitations. Peu de pères auraient eu le courage de faire ce que vous avez fait. » Mathieu secoua la tête, humble face à cet éloge. « J'ai seulement fait ce que j'aurais dû faire dès le début, protéger mon fils. » Le trajet de retour vers Maison Laffitte se fit dans un silence paisible. Lucas somnolait contre l'épaule de son père, épuisé par l'intensité émotionnelle de la journée. Au loin, le ciel s'éclaircissait, la pluie ayant cessé pour laisser place à un soleil timide. En arrivant devant leur maison, ils furent accueillis par les aboiements enthousiastes de Victor, qui les avait entendus depuis le jardin. Lucas se réveilla, un sourire illuminant son visage à la vue de son chien. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Mathieu s'assit sur la terrasse, contemplant le jardin paisible où son fils avait joué plus tôt avec une insouciance retrouvée. Il pensa au chemin parcouru depuis ce jour fatidique où il avait découvert Lucas mangeant des croquettes pour chien, terrifié et affamé. La guérison prendrait du temps, il le savait. Les cicatrices émotionnelles ne s'effaceraient pas du jour au lendemain. Lucas aurait encore des moments difficiles, des souvenirs douloureux qui ressurgiraient. Mais désormais, il ne serait plus seul pour y faire face. Dans la chambre de son fils, sur le mur face au lit, Mathieu avait accroché une photo de Sophie tenant Lucas bébé dans ses bras. Chaque soir, avant de s'endormir, l'enfant lui disait bonne nuit. Une façon de maintenir présente cette mère aimante qu'Élodie avait tenté d'effacer. Mathieu leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. « Tu peux être fier de lui, Sophie, » murmura-t-il. « Et je te promets de ne plus jamais le laisser tomber. » Une brise légère agita les feuilles du grand chêne où une cabane commençait à prendre forme. Dans la maison endormie, Lucas rêvait paisiblement. Victor couchait au pied de son lit, gardien fidèle de son sommeil. Et pour la première fois depuis longtemps, le futur semblait plein de promesses, non plus de luxe ou de succès professionnel, mais de moments simples et précieux entre un père et son fils, construisant ensemble une vie où la nourriture, la voix et l'affection ne manqueraient jamais plus.